Là, je lance le direct. Je m'y suis pratiqué plusieurs fois cette semaine pour que ça soit correct. Ça ne m'étonne pas de vous. Donc, on est en direct. Je vais juste rafraîchir ma page. Est-ce que vous me le donnez? Oui, on l'a. Fait que ça, je vais juste fermer ça. Parce que là, je me vois sur 2 écrans en même temps. Ça s'appelle du narcissisme, Myriam. Se voir en stéréo, hein? Exactement. Je veux voir si les gens vont nous voir et tout ça, parce qu'on ne voit pas bien. Est-ce que vous avez quelques abonnés de plus depuis qu'on a fait l'annonce? Oui, oui, vraiment. Même des gens qui aimaient votre page et tout ça. Ça fait que déjà là, en partant, ça paraissait là. Bon, parfait. Tant mieux. J'ai une personne, j'ai un vu. C'est vrai qu'il n'est pas encore 10 heures. Fait que les gens prennent le temps de prendre un bon petit café. Ouais, puis il y a un décalage. Hein. Je sais que le temps qu'ils se connectent, il peut y avoir un décalage aussi. Oui. Racontez-moi un peu votre parcours. Vous, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça? Ben, je vous dirais que moi, mon parcours, j'ai eu un gros parcours. J'ai eu une insuffisance rénale en 2019. Un quoi? Une insuffisance rénale. Oui. Ah oui. J'ai fait de la dialyse pendant 1 an. J'ai été greffé le 5 mars 2020. Waouh, waouh, c'est tout récent. Oui, ça fait 1 an. 1 an. Oh, waouh. Oui, ça fait que mon parcours, il fait qu'avec tout ça et la dépendance affective que j'avais beaucoup dans ma vie, c'est pour ça que j'ai décidé de refaire un travail sur moi. Et juste avec cette maladie-là, ça m'a fait réaliser bien des choses. Puis, grâce à Annie Côté, la fondatrice du groupe, ben, elle voulait que je m'occupe du groupe spiritualité, le groupe thématique. J'ai embarqué dans ce beau projet-là, puis à mettre des pensées, des prières et tout ça. Et au niveau de la résilience, puis je trouvais que la dépendance affective avait un lien aussi avec l'estime de soi. Ah ben c'est clair. Ah ben oui. Exactement. C'est pour ça que je voulais vous avoir pour parler de la dépendance affective, parce que quand on n'a pas d'estime de soi, on s'attire vraiment des relations des fois malsaines. Ben c'est un problème de confiance et d'estime, mais le plus fort, c'est que l'estime, vous l'avez, c'est la confiance qui vous manque. Vous verrez, on va le traiter là, mais la majorité des gens ont une estime, ils savent qu'ils sont des bonnes personnes. C'est la confiance qui plonge. Et c'est la confiance qui nous pousse vers n'importe qui. Exactement. Le manque de confiance, pas la confiance. Le manque de confiance qui nous pousse vers n'importe qui. Exact. C'est pour ça que d'avoir une conférence avec vous ce matin, c'est important pour les gens. Puis des fois, ça nous fait revenir un peu dans nos mémoires, réécouter des conseils. Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà lu ça. C'est de se rafraîchir la mémoire avec tout ça aussi. Là. Exact. Oh, oui, oui. Oui. Ça fait qu'on a 3 personnes, ça fait que ça s'en vient. Mais oui, j'ai eu beaucoup de demandes. Il y en a encore des gens, là, je suis en train de voir, il y a encore des gens qui sont en train de vouloir abonner pour la conférence. Mais oui, bien sûr. Puis, vous savez, c'est quand même un problème qui touche 98% de la population sur une échelle de 1 à plus de 10. Il ne faut pas l'oublier. Puis, quand on me demande d'où je tiens ces chiffres, regardez maintenant là, tous ceux qui se sont jetés sur du papier toilette. Eh oui. Je ne serais pas attendu à ça. Hein. Là, vraiment, cette folie du papier toilette, alors là, vraiment, on voit qu'on est dans une garderie géante. Ce sont des gamins. Ce sont des gamins. Pourquoi le papier toilette? Ce sont des gamins. Exactement, exactement. Je ne sais pas pourquoi que ça fait garrocher là-dessus. Je n'ai jamais compris le principe. Je me dis, bon, ben, il y a une raison derrière tout ça. Est-ce qu'on va le savoir un jour? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que les premières personnes qui se sont jetées dessus, ce sont les personnes qui ont un problème avec ça, qui ont toujours peur de manquer de papier toilette pour des raisons qui sont un petit peu spéciales, mais bref. Et donc, du coup, ceux qui les ont vus se jeter sur du papier toilette ont cru qu'ils avaient une information qu'il allait en manquer. Donc, ils se sont jetés aussi sur le papier toilette. Et tout le monde a vu tout le monde se jeter sur le papier toilette, donc ça fait un effet de meute. Et ça fait comme
des vaches qui sont affolées, elles courent toutes dans la même direction, et ben ça a fait ça. Donc du coup, quand vous voyez dans les rayons qu'il manque du papier toilette, ben, vous en achetez parce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a une information qu'on va en manquer, donc vous en achetez beaucoup. Et plus il en manque, plus les gens en achètent parce qu'ils disent qu'ils vont en manquer. C'est aussi simple que ça. C'est un effet de... Un effet de manque, effectivement. Si quelqu'un est en manque de quelque chose, ben vite, il faut qu'il s'y aille se l'approprier et tout ça. C'est ça. Donc, c'est un effet de meute. Ils se sont tous suivis, comme les moutons de Panurge, là. Ils se sont tous suivis. Ils se sont jetés sur le papier toilette. La prochaine fois, on va lancer une nouvelle mode. On va se jeter sur autre chose juste pour voir s'ils suivent. Exactement. Fait qu'on va commencer. On a déjà 5 personnes. Bon, ben, bienvenue à ces 5 personnes. On va y aller tranquillement. Exactement. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente Myriam. Je suis la modératrice du groupe Spiritualité, un pas vers la résilience. Aujourd'hui, on a une belle conférence avec un auteur très connu, Mme Pascale Piquet, un auteur conférencière, la spécialiste de la dépendance affective et du bonheur. Et du bonheur, oui. Effectivement, depuis 2005, est connue de ses nombreux livres et surtout le best-seller « Le syndrome de Tarzan » de Béliveau éditeur. Donc, on a une belle conférence de 2h30, 2 heures avec Pascal et une demi-heure à la fin. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Sans plus tarder, je vous présente la plus talentueuse de Mme Pascal. Bonjour Pascal, vous allez bien? Bonjour Myriam, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir. Et puis moi, là, dès qu'on m'invite, je viens. Parce que c'est important de communiquer sur la dépendance affective et je veux saluer les personnes qui sont déjà là. Et puis c'est un fléau, ce problème-là qui touche 98% de la population et qui affecte dans beaucoup de sphères, les 3 sphères, sociale, professionnelle et privée, et on ne le sait pas, on ne nous l'enseigne pas. Donc on s'est tous enfargés dans des histoires abracadabrantes, que ce soit dans la vie sociale ou privée ou professionnelle, sans comprendre ce qui se passait. Et du coup, on a vécu des échecs pas uniquement amoureux, des échecs avec des gens qu'on croyait des amis, des échecs dans la vie professionnelle. J'en ai essuyé quelques-uns, moi, des échecs dans la vie professionnelle. J'attirais les fous furieux en tant que secrétaire de direction, adjointe à la direction. Ça a été mon premier métier. Déjà, c'était une erreur d'aiguillage pour commencer. Et puis, j'avais quelque chose en moi qui attirait des présidents, directeurs généraux de compagnies qui étaient vraiment, vraiment très gratinés, comme on dit. Donc, des fous furieux, des agressifs, des obsédés sexuels. Enfin, j'ai attiré toutes sortes de gens. Et il n'y a que dans mes amitiés que j'ai toujours eu vraiment, je ne dirais pas de la chance, parce que l'amitié, ce n'est pas de la chance. Mais dans ma vie sociale, j'ai toujours eu des bons amis, Myriam. Ça là. Okay. Alors, il se peut qu'on soit vraiment à l'aise et puis qu'on ait une belle réussite sociale et pas du tout professionnelle, ou une belle réussite professionnelle et pas du tout privée ou pas du tout sociale, ou une belle réussite professionnelle, sociale et pas du tout privée. C'est fou parce qu'en fait, l'équilibre, c'est d'avoir cet équilibre-là à tous les niveaux. Je vais vous montrer un dessin que je montre à mes clients. En fait, l'équilibre, c'est ça. C'est d'avoir l'équilibre dans la vie privée, sociale et professionnelle. Voilà le secret du bonheur, c'est-à-dire d'être capable de maintenir l'équilibre, ces 3 assiettes au bout des baguettes, là, comme les Asiatiques qui font du cirque. Donc, on doit maintenir nos 3 assiettes bien en équilibre. Mais parfois, on n'arrive pas, il y a une des assiettes qu'on n'arrive pas à maintenir et elle va venir affecter les autres assiettes. On s'entend que si une personne a des difficultés sur le plan professionnel et qu'elle ramène ses problèmes à la maison, il se peut qu'à un moment donné, le couple explose. On sait aussi que si on est en pleine rupture ou que le couple est remis en question, ça rend les gens dysfonctionnels en grande majorité dans leur vie professionnelle. Ça, c'est un fléau aussi pour les entreprises parce qu'une personne qui est en rupture, elle devient dysfonctionnelle, complètement dysfonctionnelle. Pas toutes. Mais en général, si c'est dans une immense entreprise, on ne le voit pas, mais dans une petite entreprise, ça se voit parce que la personne devient inopérationnelle, elle est complètement dévastée, elle va tomber en dépression. Et puis dans la vie professionnelle, vous avez les personnes qui donnent tout et tentent si bien qu'ils sont pressés comme des citrons par des patrons qui n'ont pas d'état d'âme, et eux, ils vont finir en burn-out. C'est-à-dire le burn-out, c'est un épuisement professionnel, et la dépression, c'est un épuisement privé, on va dire, à cause de la solitude ou de problèmes de couple.
Donc, en fait, l'équilibre, c'est d'avoir ces 3 assiettes-là vraiment alignées et d'aller de l'une à l'autre et de passer le bon temps sur chaque assiette pour être certain qu'elles sont en équilibre. Donc, je le rappelle, l'assiette sociale, professionnelle et privée. C'est pour ça qu'aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance au travail, c'est que ça a un lien aussi, là. Mais oui, parce qu'en fait, si on reprend la dépendance affective à la base, c'est le manque de confiance et d'estime. Et d'où vient ce manque de confiance et d'estime? C'est une carence dans l'enfance. En fait, nos parents sont censés nous donner reconnaissance, affection et protection. La reconnaissance, c'est nous dire tu existes, tu fais partie de la famille, tu as ta place. Ce qui fait qu'adulte, on ne se pose même pas la question. On ne cherche pas à être validé par les autres êtres humains. On sait qu'on existe, tout simplement. On ne va pas se plier en 4 pour recevoir la reconnaissance des autres. Ensuite, à travers l'affection, ils nous disent tu es aimable et estimable, nous on t'aime. C'est un point extrêmement important. Parce que si vos parents ne vous ont pas envoyé le message que vous êtes aimable et estimable, eh bien, vous pensez que vous n'êtes pas aimable et estimable, mais vous ne vous aimez pas. Si vos parents ne vous ont pas aimé, c'est que vous n'êtes pas aimable, donc vous ne vous aimez pas. Et c'est très handicapant parce qu'en ne vous aimant pas, vous n'êtes pas capable d'aimer quelqu'un d'autre, évidemment, mais surtout, vous n'êtes pas capable de croire qu'on peut vous aimer puisque vous n'êtes pas aimable. Donc, du coup, ça va laisser la place à de la jalousie, à toutes sortes de comportements déplacés parce que vous allez vous sentir en compétition avec la planète entière, étant donné que vos parents ne vous ont pas aimé, donc vous n'êtes pas aimable, donc il n'y a pas de raison que votre conjoint ou votre conjointe vous aime. Il n'y en a aucune. Et ça, vous ne pourrez pas et jamais le croire. Si moi, Myriam, je ne sais pas changer la roue de ma voiture, je ne pourrais pas changer la vôtre. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais si je sais changer la mienne, c'est avec plaisir que je changerai la vôtre. Très important. Et évidemment, il nous enseigne que on ne peut pas être aimé de tout le monde. Et si on ne nous aime pas, ce n'est pas très grave. Nous non plus, on n'aime pas tout le monde. Et je rebondis sur une phrase de Sacha Guitry, qui était un homme de spectacle en France, et qui disait « Vouloir être aimé par tout le monde, c'est vouloir être aimé par n'importe qui. » Ouf. Donc, voulez-vous être aimé par n'importe qui? Moi, non. Non. La première personne par laquelle je veux être aimée, c'est moi-même. Et puis, ça se passe très, très bien de ce côté-là. Et puis ensuite, vous savez, là, je suis assez dissidente sur certains sujets. Et puis, il y en a qui me détestent parce que je viens les heurter dans leurs croyances profondes. Donc, j'ai l'habitude. Et ce n'est pas mon objectif de heurter qui que ce soit. Je veux juste expliquer les bases du bonheur. Et souvent, comme on est 98% être parti dans la mauvaise direction, vous voyez le nombre de gens qui peuvent grincer des dents quand j'interviens dans les médias. Donc, il faut comprendre que il y a des croyances qu'on va aborder tout à l'heure, que nos parents nous ont insufflées et qui nous ont envoyés dans la mauvaise direction. On les a crues et on est parti dans la mauvaise direction. Moi, vous savez où ça a failli me conduire? En prison. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Oui. Donc, si vous vous aimez, vous êtes capable d'aimer, c'est clair, et vous comprenez pourquoi on vous aime. Et ce qu'il y a de chouette dans un couple, c'est qu'on est deux à s'aimer. C'est-à-dire que moi, je m'aime et mon conjoint aussi, on est deux. Et moi, j'aime mon conjoint. Et puis, mon conjoint, il s'aime aussi. On est deux. Et il y a une formule que j'aime beaucoup dire, c'est quand on se dit je t'aime, c'est je t'aime, mais aussi je nous aime. Parce que j'aime le couple conforme. Donc, vous voyez, on barbote dans l'amour. C'est normal. Il faut aussi. Il faut. Voilà, c'est une bonne chose. Et ensuite, la protection. Donc, à travers la protection, nos parents nous disent tu es précieux, précieuse pour nous. On prend soin de toi, donc évidemment les besoins vitaux et plus, nous enseigner la vie, nous enseigner à nous en sortir, à avoir des relations sociales, professionnelles, toutes ces choses-là que nos parents devraient nous enseigner avant de nous lâcher dans l'arène. Donc, ils nous disent qu'on est précieux pour eux, ils nous enseignent toutes les mesures d'hygiène et de sociabilisation. Et du coup, eh bien, ils nous enseignent à prendre soin de nous quand on sera adulte et qu'on va quitter le sein familial. Donc, on quitte la maison, on a un emploi ou on continue nos études, on cherche un appartement, on va avoir des amis, on va vivre célibataire jusqu'à ce qu'on rencontre quelqu'un qui va former un couple avec soi. Le problème, c'est que beaucoup de gens sortent de chez les parents, ils sont déjà en couple et puis ils passent d'une liane à l'autre, d'où le mot, le syndrome, enfin d'où l'expression le syndrome de Tarzan, c'est-à-dire qu'ils vont sortir de chez les parents, aller vivre avec quelqu'un, puis avec un quelqu'un d'autre, et puis un autre quelqu'un d'autre, et puis un autre quelqu'un d'autre. Et de fil en aiguille, ou de liane en liane, ils vont être terrifiés par la solitude, parce qu'ils n'ont pas appris à vivre seuls.
Et donc, on se retrouve avec des personnes qui ont la cinquantaine, soixantaine, incapables de vivre seules. J'ai vu un cas où la personne, à 50 ans, est retournée vivre chez ses parents. J'imaginais l'image, les parents là, qui ont quoi là, 60, 80 ans, et puis ils ont leur fils ou leur fille au milieu, là, au milieu du lit, comme dans le bon vieux temps, qui ne veut pas quitter la maison parce que dévasté par la solitude. Mais c'est ça. J'ai vu des hommes, des femmes incapables de rester seuls dans leur appartement, retourner chez leurs parents. Il a fallu faire un retour progressif, pas au travail, un retour progressif À soi. au logement. OK. Au logement. Donc, ça se traduisait par rester 1 heure seul et rentrer chez les parents, rester une après-midi seul, rentrer chez les parents, rester une soirée seul. Je leur disais, loue des films. Maintenant, il y a Netflix et des trucs comme ça, mais à l'époque, loue des films, prends-toi la crème glacée, des pop-corn, puis regarde le film, et puis après, regarde si tu peux dormir là, sinon tu rentres chez toi. On a fait un retour progressif à l'appartement. C'est vrai, Myriam. La solitude terrifie un grand nombre de personnes et est la cause de couples dysfonctionnels parce qu'on ne veut pas être seul, parce qu'on est terrifié. On sait que la solitude n'a jamais tué personne. C'est la peur de la solitude qui tue, mais pas la solitude en tant que telle. Donc, quand on est vraiment... on a été nourri de reconnaissance, d'affection et de protection, enfant, eh bien, ça va développer notre confiance et notre estime. Nous quittons le nid familial, nous vivons seuls et célibataires, nous apprivoisons cette solitude, et ensuite nous faisons nos expériences. Donc, l'expérience entraîne la confiance, qui entraîne les victoires, qui entraîne la confiance, qui entraîne les victoires, qui entraîne l'expérience. On continue comme ça. Chaque expérience va entraîner de la confiance, qui va entraîner des victoires, et on continue. Et on va rencontrer une personne qui nous conviendra, on va faire quelques essais jusqu'à tomber sur la bonne personne. Bon, ça, c'est dans un monde idéal, pas forcément un monde parfait. Mm-hmm. Si on est parti avec les mauvaises cartes, ça se corse. Oh oui, ça se corse. C'est pour ça qu'il faut prendre notre temps aussi dans des relations. Ben, oui, exactement. Mais nos parents ne nous l'ont pas enseigné, eux, ils ne le savaient pas non plus. Donc, si vous allez voir vos parents, et s'ils sont heureux en couple, ils vont vous dire « Ah, ben, on a eu de la chance. » Ok, ça ne vous donne pas beaucoup d'informations. S'ils se sont arrachés la tête et qu'ils ont divorcé plusieurs fois et que ça a été une catastrophe, ils vont dire « Ah, ben, on n'a pas eu de chance. » Ok, donc on pense que c'est un jeu de hasard, le couple, forcément. On pense qu'il n'y a pas de stratégie. Or, il y en a une, bien sûr. Il y a une stratégie. Choisir la bonne personne, c'est un recrutement. C'est vraiment choisir la personne qui fit le plus avec vous. Donc, avec toutes les fausses croyances qu'on va évoquer, on est parti dans la mauvaise direction. Ça, c'est évident. J'aimerais rappeler aussi, Myriam, que souvent, on entend que tous les êtres humains sont des dépendants affectifs. Ce n'est pas vrai. La dépendance ne peut en aucun cas produire quelque chose de positif. En fait, l'être humain est fabriqué pour être un animal de meute. Absolument. Pour vivre en société, en famille, en couple, oui. Mais pas à n'importe quel prix, Myriam, pas à n'importe quel prix. Il y a des personnes qui ont décidé d'être ermites. Est-ce qu'on les a vues mourir instantanément parce qu'elles ont décidé de vivre seules? Plaf, pouf, fini? Bien sûr que non. Il y a des personnes qui font le vœu de vivre seules. Moi, je pense que j'ai passé les 3/4 de ma vie seule pour différentes raisons. Je le suis ici à Saint-Jean-de-Mata, dans une immense propriété. Et puis, je ne reçois plus de clients puisque la situation l'impose. Mais néanmoins, je vis seule. J'avais une relation longue distance. Maintenant, je suis redevenue célibataire à cause de la pandémie. Donc, la distance fait que ça s'est essoufflé, bien évidemment. Ça devenait un petit ami imaginaire. Donc, c'était Donc, nous revoilà libres chacun de notre côté pour refaire notre vie. Hein. Et puis je ne suis jamais morte parce que je vis très, très seule sur 90 acres, 37 hectares pour les Européens. Et puis, je me sens jamais seule. Pourquoi? Parce que je suis bien avec moi-même. On est quand même la personne avec laquelle on va finir nos jours. Donc, ce serait peut-être une bonne... oui, ça, c'est cette phrase-là qui est quand même assez importante, oui. Il y a celle-là, puis celle d'un auteur inconnu, puis je suis jalouse de ne pas l'avoir inventée avant lui. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est un auteur inconnu, donc je remets toujours cette phrase à cet auteur inconnu qui a écrit « Prenez soin de votre avenir, c'est là que vous passerez le reste de votre vie. » Hein? Pas fou, hein? C'est pas fou, effectivement, oui. J'ai des beaux commentaires. J'ai une Madame Audrey Maranda, une fille de mon coin, vous fait dire un beau bonjour. Elle a lu tous vos livres. Oh, mais merci. Merci. J'ai eu un appel enthousiaste d'une Lise hier qui m'a fait le même commentaire. Elle m'a dit, écoutez, je voulais juste vous parler. Ça fait au premier livre, je me suis dit, je vais l'appeler pour lui parler. Au deuxième livre, troisième, elle a lu les 4 et elle m'a appelé pour me dire tout le bien qu'elle pense de mes livres. Mais
savez, Myriam, j'ai écrit mon premier livre en 2006 et puis je me demandais pourquoi je l'écrivais. Puis je me suis dit, même si ça aide une personne, ben, ce sera une personne, puis ce sera important pour moi, une personne. Et chaque fois que j'ai des beaux compliments, je suis émue parce que c'est comme si c'était la première fois et je me dis, waouh! Et ça me ramène à cette décision que j'ai prise en 2006 d'écrire Le syndrome de Tarzan. Et je suis très émue parce que, évidemment, quand j'ai écrit le livre, j'avais plus de sous. On racontera mon histoire tout à l'heure. J'étais dans une situation épouvantable. Mais aujourd'hui encore, ce livre qui a été publié en 2007 et rafraîchi en 2015, il continue sa route. Tous mes livres m'échappent, hein, ils font leur vie, hein, mais il continue sa route. Et vous me faisiez part tout à l'heure, Myriam, que dans quelle librairie me disiez-vous que c'est un des gros vendeurs? Bon, ici, nous, dans notre coin, c'est la librairie Chaudière. Et la librairie Chaudière, ben, je les salue et je les remercie parce que moi, je les aime, les libraires, versus Amazon. Je sais qu'Amazon, c'est bien parce que c'est livré rapidement, mais moi, je les aime, les libraires, parce qu'ils parlent à leurs clients, puis ils savent de quoi ils parlent, et puis quand il y a un bon livre, ils leur recommandent. Donc, les libraires sont mes petites abeilles aussi pollinisatrices. Et je remercie vraiment cette librairie et surtout de cette information, Myriam, parce que nous, les auteurs, on ne sait pas où est-ce que ça se vend, où ça ne se vend pas. On n'a pas d'informations. Ah non, OK. Je sais que moi, moi, le livre, Le syndrome de Tarzan m'a marqué, puis même encore aujourd'hui, j'en parle, un de vos extraits, quand vous parlez du tableau de bord. Oui. Quand vous embarquez dans une relation, vous voyez que le clignotant il est rouge, sortez. Ça m'a toujours marqué. Même encore aujourd'hui, je l'utilise dans mes comparaisons avec des gens, pour parler de la dépendance affective. Et c'est toujours ce point-là qui me revient. Si vous rentrez dans une relation et c'est comme un tableau de bord, vous voyez que ça clignote rouge, c'est pas un bon signe. Non, je suis certaine, et puis je l'espère, qu'il n'y a aucun pilote d'avion qui décollerait si un voyant lumineux rouge clignote sur son tableau de bord. Forcément, on va tous râler parce qu'on va différer le décollage, mais néanmoins, mieux vaut qu'on vérifie pourquoi il y a un voyant lumineux rouge. Mais c'est une métaphore qui est effectivement très, très porteuse, c'est-à-dire que dans une relation, qu'elle soit sociale, professionnelle ou privée, c'est de regarder son tableau de bord, c'est-à-dire d'identifier s'il y a un inconfort. Juste un inconfort et puis de voir d'où il provient. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est la personne d'en face? D'où provient cet inconfort? Et cet inconfort, c'est souvent, hein, Myriam, la petite voix qui vous dit non, on n'y va pas, c'est pas la bonne personne pour toi. Il a fait ceci ou elle a fait cela, c'est pas la bonne personne pour toi, qu'est-ce qu'on fait? Mais si, il va changer, ça va passer, je me suis peut-être trompée. Et d'un seul coup, le tableau de bord clignote de mille feux. C'est même plus un tableau de bord, c'est un sapin de Noël, mais on décolle quand même. On ferme les yeux, puis on décolle. Imaginez un pilote qui fermerait les yeux, qui décollerait, niant complètement les voyants lumineux qui clignotent, il décollerait quand même. Et bien, ça finit toujours de la même façon, ça crache. C'est évident. Donc, dès qu'on voit une lumière rouge, il faut débarquer de l'avion avant qu'il décolle. Et sinon, si on continue, on embarque vraiment dans le syndrome du sauveur. Ou du sauveur ou de celui qui peut être sauvé. Mais effectivement, on va rentrer dans une mauvaise relation. Un avion qui décolle avec des voyants lumineux rouges ne peut pas arriver à destination. Il va s'écraser. Ça, c'est une grande loi de la nature, il va s'écraser. Donc, à partir de là, on nous a fait croire, nous, et ce sont des voyants lumineux rouges qui clignotaient mais qu'on n'a pas identifiés, on nous a fait croire que on rentre dans les fausses croyances, aimer, c'est souffrir. Exact. Comment est-ce qu'on peut associer l'amour à la souffrance? Comment c'est possible? Réfléchissez 2 minutes, les amis. Comment est-ce qu'on peut associer l'amour à la souffrance? C'est aux antipodes. Aimer, c'est être heureux, c'est pas souffrir. Quand il y a de la souffrance, c'est de la névrose. Forcément. Et oui, vraiment, vraiment. Donc, pour commencer, aimer, c'est être heureux. Aimer, c'est 1 + 1 = 2. C'est pas 1 - 1 = 0. Ou -1 - 1 = -2. Ça, c'est encore pire. D'ailleurs, dans toutes les sphères de notre vie, sociale, professionnelle ou privée, on doit avoir des relations 1 + 1 = 2. Si on a une relation 1 - 1 = 0, eh ben, on va nulle part. Et il faut se souvenir que le négatif l'emporte toujours sur le positif. Et toujours. Voilà. Toujours. Là, je suis nulle en maths, Myriam, mais ça, je l'ai compris. Ah, je suis une littéraire, mais alors les maths, je patauge dedans, mais allègrement. Mais 1 - 1, j'ai compris, hein, ça fait 0. Vous pouvez prendre la personne la plus positive de la planète. Vous la mettez avec la personne la moins négative. Imaginons, ma chère Myriam, que vous entriez en couple avec un monsieur qui, vous êtes dynamique, vous voulez aller sortir, faire du vélo, et il vous dit « Oh non, tu sais, chérie, je suis fatiguée. » Il reste assis sur le canapé. Bon. Après, vous allez dire « Tiens, ce soir, on pourrait aller faire quelque chose, une activité, peu importe, le théâtre, le cinéma. » Non, non, tu sais, chérie, je suis fatiguée, là. Je préfère rester à la maison.
Bon, on pourrait aller en vacances. Oh non, 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 tu sais, chérie, je suis fatiguée. J'aime bien rester à la maison. Il reste à la maison, mais sur le canapé, hein, il ne tend pas le gazon. Combien de temps vous allez tenir, Myriam? Soit vous dites, écoute, moi, je ne peux plus. Je ne peux pas. Je ne peux pas rester à mort sur le canapé. Soit vous allez vous asseoir sur le canapé et vous ne ferez plus rien de votre vie. Ça ne durera pas longtemps. Eh oui, je vous connais dynamique, hein, donc ça ne durera pas longtemps. Mais sinon, il y en a beaucoup qui, finalement, ne font plus rien. Et on les voit s'éteindre. Parce qu'il y a aussi les gens très joyeux qui vont être avec quelqu'un de très pessimiste. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? La relation va s'effriter, là. À force d'entendre des choses négatives, vous finissez par devenir négatif et vous vous éteignez. Et là, il y a vos amis qui vous disent, mais qu'est-ce qui t'arrive d'habitude? Tu n'es pas comme ça, là. Tu t'éteins, tu es plus joyeuse ou plus joyeux, plus dynamique. Qu'est-ce qui t'arrive? Et vous voyez la personne s'étioler, elle s'éteint. Elle s'éteint parce que le négatif l'emporte toujours. Exact. C'est pour ça qu'il faut toujours garder notre côté rayonnant. Ah, bien sûr. Si quelqu'un ou le diminue, il faut partir en courant, c'est évident. C'est évident. Quelqu'un de négatif qui vit avec quelqu'un de positif, il va rendre la personne positive négative. C'est comme c'est un côté vibratoire. Si tu es négatif, tu vas attirer le négatif. Si tu es positif, tu vas attirer le positif. Moi, j'ai toujours dit, tout est vibratoire. Fait que si tout est global. Oui, tout est vibration, vous avez raison. Et on rebondit sur ce que j'appelle le site Internet subliminal, c'est ce qu'on dégage, nos auras. Moi, j'appelle ça, pour le mettre au goût du jour des nouvelles technologies, j'appelle ça le site Internet subliminal. Nous dégageons toute notre histoire, toutes nos forces, toute notre confiance ou notre manque de confiance, nos échecs ou nos victoires. Une personne qui a du charisme, c'est une personne qui est bien dans sa peau. Elle le dégage. C'est que dans son site Internet subliminal, il est indiqué qu'elle est bien dans sa peau, qu'elle est bien dans sa vie. Exactement. Annie, elle vous fait dire un petit bonjour, Madame Pascal, la fondatrice du groupe Résilience. Bonjour et merci beaucoup. Bonjour Annie, merci pour cette belle opportunité. C'est chouette de parler. Il faut communiquer. Merci beaucoup parce qu'il faut communiquer. Merci à Myriam et à Annie. Moi là, je communique sur tous les tons, sous toutes les formes, pour éclairer, même si on n'éclaire qu'une seule personne et qu'on la remet sur le droit chemin, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment important. Donc, dans les fausses croyances, eh bien, on a aussi, il faut faire des sacrifices, des concessions et des compromis. Eh oui, donc comme ça, on devient un bon esclave. Et puis, on est face à quelqu'un à qui on dit « Ordonnez, je vous obéirai ». Voilà. Sacrifice, compromis, concession. Eh bien, non. Non, il ne faut pas faire de sacrifice, ni de compromis, ni de concession, parce que vous vous mettez vraiment dans la peau de l'esclave et c'est fini, parce qu'un esclave, on le méprise. Il faut vraiment comprendre ça. Par rapport à la carence affective, qu'est-ce qu'on va développer? C'est-à-dire que si on n'a pas la reconnaissance, l'affection et la protection, il y a un grand vide qui s'installe. Et ce qui est fou là, Myriam, c'est que quel que soit le sexe, la couleur de peau, la religion, l'orientation sexuelle, toutes les personnes en dépendance affective, c'est-à-dire en carence affective, ressentent le vide. Tous les êtres humains, quel que soit le pays d'où ils viennent ou leur culture, ressentent le vide à l'intérieur. C'est mondial. C'est ce vide qui nous pousse dans toutes sortes de problèmes. Et à cause de ce vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer deux stratégies différentes inconsciemment. Soit on va se mettre à tout donner aux autres pour acheter l'amour. C'est celui que j'ai appelé le desperado. Vous êtes familier avec mes livres et mes activités, le desperado qui donne désespérément, dans l'objectif désespéré d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais, l'amour. Donc, je l'ai appelé le desperado. Il court après l'amour, il essaie de l'acheter, il donne tout, il donne sa vie même, mais il ne l'aura jamais, parce que ça ne s'achète pas. L'amour, ça s'attire. Et il tombe forcément, parce que ça se joue par équipe de deux, sur une personne qui a développé une autre stratégie, c'est que celle-ci, comme elle n'a rien eu, elle prend tout. Elle se met à tout arracher. Elle prend tout à tout le monde sans rien rendre ou très peu. Celui-là ou celle-là, je l'ai appelé le trou noir affectif, comme les trous noirs dans l'espace qui gobent tout et qui ne rendent rien. Donc, forcément, le desperado va s'acoquiner avec le trou noir affectif. Celui qui donne tout va s'acoquiner à celui qui prend tout. C'est la raison pour laquelle celui qui prend tout traite l'autre de dépendant affectif et lui dit qu'il a un méchant problème parce qu'il fait des colères, celui qui donne tout. Celui qui donne tout, le desperado, il est branché, pas sur du 110, mais du 220, comme en Europe. C'est-à-dire qu'il est branché sur du 220, il grimpe au rideau toutes les 2 secondes parce qu'il est dans ses émotions et qu'il est à vif, complètement à vif. Donc, du coup, il grimpe au rideau. Et l'autre est coupé de ses émotions, coupé.
parce que par stratégie de survie, il a dû se couper de ses émotions. Donc, il reste très placide, mais il fait tourner l'autre en bourrique en l'humiliant, en le maltraitant, en l'utilisant. Mais il lui dit, mais c'est toi qui piques des colères, donc c'est toi qui es fou. Et vous comprenez comment ça va s'installer. Ça se joue vraiment par équipe de 2. Et le plus fort, par équipe de 2, mais au même niveau de déséquilibre, au même niveau. Si vous jouez au tennis, Myriam, je ne sais pas si vous jouez au tennis, mais si vous jouez au tennis et que vous tombez sur quelqu'un de beaucoup plus fort que vous, puis vous regardez les balles vous passer au-dessus de la tête, vous allez quitter le cours de tennis. C'est pas drôle, hein, ça va vous ennuyer rapidement. Si vous-même, vous envoyez la balle, elle ne revient jamais parce que vous êtes face à un débutant et que ce débutant, il n'arrive pas à rattraper la balle, vous allez quitter le cours de tennis. On va s'épuiser. C'est exactement comme une partie de tennis. Il faut qu'on se réponde au même niveau de déséquilibre. Donc, l'échelle de Richter de la dépendance affective, ça va de 1 à plus de 10. Entre 1 et 4, je rappelle que la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime. Entre 1 et 4, on est fréquentable. On a un petit manque de confiance et d'estime. Ce n'est pas très grave. On va avoir une belle relation. Puis même s'il y en a un qui dirige un peu le couple, ce n'est pas important. Ça va aller. 5 et plus, on tombe dans les violences. 5 et plus, on tombe sur des gens très dominés ou très dominateurs. En sachant qu'on alterne suivant les situations. Si on tombe sur plus dominateur que soi, pouf, on devient dominé. Si on tombe sur plus dominé que soi, pouf, on devient dominateur. C'est une réalité dans le couple aussi. Il se peut que dans le même couple, on alterne dans les rôles. On switch. On switch. Parce que la dépendance affective, c'est je te suis, tu me fuis. Je te fuis, tu me suis. C'est aussi fou que ça. Si vous repoussez la personne, elle ne s'agrippe à vous. Si vous courez après, elle vous fuit. Bienvenue dans le monde de la dépendance affective. C'est un monde qui a l'air d'être un monde de fou, mais c'est un monde de déséquilibre. Donc, dans le même couple, on peut alterner. Et quand 2 desperados se rencontrent, il y en a un qui devient trou noir. Il va dominer l'autre. Et quand 2 trous noirs affectifs se rencontrent, il y en a un qui va devenir desperado. C'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que j'ai démarré ma vie affective en tant que beau trou noir, mais vraiment un beau trou noir affectif qui n'avait aucun état d'âme pour les hommes, vraiment pas. Je pensais qu'ils voulaient du sexe, je leur en donnais, et hop, je me sauvais au milieu de la nuit. Il n'y avait pas de câlin le matin. Et j'ai croisé, Dieu merci, 2 beaucoup plus trous noirs affectifs que moi, mais on était au même niveau de déséquilibre, mais eux, beaucoup plus trous noirs que moi, et ils m'ont reconnecté à mes émotions. Je les ai appelés Jules et Jim, Jules le père de ma fille et Jim le second. Jules qui avait 10 ans de plus que moi, le père de ma fille, et Jim 15 ans de moins. Donc, comme je m'amuse à le dire, j'avais pris un modèle 1952, je l'ai changé contre un modèle 1975 en pensant qu'il avait toutes les options. Eh ben non, il était pire que le précédent. Donc, j'ai dû m'en libérer aussi. Donc, je suis devenue desperado grâce à eux et je les remercie parce qu'ils m'ont reconnecté à mes émotions, ils m'ont fait comprendre qu'en me reconnectant à mes émotions, ça fait mal et qu'il fallait régler ça parce que ça fait très très mal. Le trou noir affectif, il évite de souffrir, de sentir, donc il a pas mal. Mais le desperado, il a une chance d'avoir très très mal et de vouloir régler ça. Donc c'est pour ça qu'on va vous dire dans un couple, il y en a toujours un qui domine. C'est faux, c'est faux. Dans un couple équilibré, personne ne domine. Mais dans un couple en déséquilibre, bien sûr, le trou noir affectif va dominer. Bien sûr, toujours. C'est pour ça qu'on les appelle les germaines, comme on dit dans... Absolument, les germaines, oui, les germaines ou les machos, mais effectivement, il y en a un qui va dominer l'autre. Et quand je parle des 5 violences, parce que 5 et plus, on tombe dans les violences à des échelles différentes. 5 et au-dessus, ça fait mal. Les 5 violences qui sont répertoriées dans le couple, c'est la violence verbale, la violence physique, psychologique, économique et sexuelle. Et là-dessus, par rapport à la violence sexuelle, j'aimerais signaler que ça n'est pas juste un homme qui abuse de sa conjointe. C'est pas juste ça. C'est aussi une femme qui refuse le sexe ou un homme qui refuse le sexe. Ça aussi, c'est de la violence. Parce que quand vous êtes en couple et que la personne vous refuse en permanence, elle va dégrader votre confiance. Parce que vous êtes face à quelqu'un qui vous regarde comme une vache qui rumine et qui regarde passer un train. Vous voyez, pas plus d'activité, pas plus de désir que ça. Ben, vous ne vous sentez pas valorisé. Exact. Donc, du coup, c'est de la violence. Ou pire, vous savez,
La dame qui dit au monsieur, mais moi, là, pour avoir une relation sexuelle, il faut que tu m'offres des fleurs, il faut la Saint-Valentin tous les soirs. Et là, tu m'offres des fleurs, du chocolat, tu fais ci, tu fais ça, tu tends le gazon, ta, 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 ta. Le gars, il fait toute la liste, les 12 travaux d'Hercule, il fait toute la liste. Et puis, il est drôlement content parce que c'est ce soir que ça se passe. Et au dernier moment, elle déclenche une dispute. Et elle dit, tu vois, à cause de toi, j'ai plus envie d'avoir du sexe. Et paf, le monsieur, il est sur les dents une fois de plus. Il n'en aura pas. Donc ça, c'est de la violence aussi. Et puis, je sais qu'il y a une campagne publicitaire à l'heure actuelle, je n'ai pas la télé, mais je sais par des amis hommes qu'il y a une campagne publicitaire à l'heure actuelle sur la violence faite aux femmes. Mais moi, je trouve qu'il aurait fallu faire une campagne publicitaire sur la violence faite dans le couple, autant aux hommes qu'aux femmes. Je me souviens d'un rapport que j'avais lu à un moment donné, je faisais une enquête là-dessus. Il y a de nombreux hommes battus. Et il y avait un rapport qui indiquait que c'est au Lac-Saint-Jean qu'il y avait le plus d'hommes battus. Mais les hommes battus ne veulent pas se manifester parce qu'ils savent que la loi et la police ne seront pas de leur côté. Donc, ils se taisent et ils endurent. Et moi, j'ai des clients qui ont enduré d'être frappés, d'être humiliés, toutes sortes de choses, parce qu'ils savaient que s'ils allaient déjà voir la police, pouvez-vous imaginer un homme aller dire « ma femme me bat », c'est très délicat. C'est très délicat. Donc, et eux, ils ne parlent pas entre eux. Donc, ils n'ont pas de ressources. C'est le fun que tu le spécifies, Pascal, parce que je te dirais que c'est un sujet où on entendait toujours la violence conjugale, l'homme, mais c'est l'homme aussi en vie, puis c'est le fun de le spécifier, parce que les gens vont voir que c'est pas juste la femme qui le subit, mais l'homme aussi peut le subir. Mais surtout au Québec, c'est un matriarcat au Québec. La police et les juges sont souvent en faveur des femmes, ce qui est logique dans un sens, mais il faudrait un équilibre, parce que l'homme est souvent la bête noire et peut être jugé à tort. Mais j'en parle en connaissance de cause, ma chère Myriam, puisque moi, de la violence conjugale, j'en ai vécu. Les gens rigolent parce que c'est moi qui ai attaqué mes conjoints. Étant assez physique, j'ai été jockey en France, je montais les chevaux de course, puis j'ai pratiqué les arts martiaux. Quand je n'arrivais pas, parce que vous savez, dans un couple, il y en a un qui parle russe, l'autre chinois, on ne peut plus s'entendre. Il y en a un qui parle de donner, l'autre de prendre, mais on n'arrive plus à s'entendre. Donc, quand je n'arrivais pas à me faire entendre de mes conjoints, je leur sautais la figure. Et autant le père de ma fille, lui, essayait juste de parer les coups et puis il ripostait pas trop, mais le deuxième, oui, il ripostait. Donc, ça faisait un vrai match de boxe. Mais parce que je n'arrivais pas à me faire entendre, je n'arrivais pas à me faire reconnaître. Donc, du coup, enragée, je leur sautais à la figure et j'ai bien failli tuer mon mari, lui, là. Lui, et puis j'en ris parce que commencer à en rire, c'est commencer à en guérir, mais je veux dédramatiser aussi. Comprenez que quand il commence à y avoir de la violence verbale, ça va déclencher de la violence physique, de la violence psychologique est déjà là, et puis à un moment donné, eh bien, vous vous retrouvez avec la police au milieu et des coups, et voire même à l'hôpital. Est-ce que vous êtes toujours là? Bon, je ne sais pas si j'ai perdu Myriam. Est-ce que vous êtes là, Myriam? Bon, je ne sais pas, je ne sais même pas si quelqu'un m'écoute encore. Est-ce que... Bon, ouais. Je vais continuer. Je ne sais pas, je ne sais pas trop quoi faire dans cette situation. Je me retrouve peut-être toute seule. Enfin, en tout cas, si vous m'écoutez, est-ce que vous pouvez vous manifester? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Pouvez-vous vous manifester? Ah, voilà. Hop, je vous avais perdu, ma chère Myriam. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. C'est juste qu'on a eu un petit problème de connexion. Fait que j'espère. On est encore sur Facebook, au moins ça. Ah, C'est ça, on a eu un problème de connexion. Ah, c'est pas important. Donc, on continue. Dans ce que je disais, moi, vous savez, je peux parler pendant 3 jours et 3 nuits. Alors, je peux parler toute seule aussi. Donc, ce que je disais, c'est que oui, on se tapait dessus. Et puis, j'avais complètement ébouriffé Denis Lévesque dans une émission parce qu'il m'avait dit, mais alors, vous aviez tapé sur vos conjoints parce qu'ils voulaient partir. Et je lui dis non, c'est parce qu'ils ne voulaient pas partir. Mon objectif, c'était de m'en débarrasser. Je n'y arrivais pas. Donc, j'étais dans ma maison en France et je voulais qu'il s'en aille. Je lui avais payé la part de sa maison, il ne voulait pas s'en aller. Et le deuxième au Québec, celui de 15 ans de moins que moi, eh bien, je voulais qu'il s'en aille aussi. Il refusait. Il était rentré dans ma maison par effraction et je voulais qu'il s'en aille. Et c'est comme ça que je disjonctais. Donc, ne faites pas ça.
Voilà, le discours que je veux tenir aujourd'hui, appelez la police tout de suite, ils sont formés à ça. Et appelez-la à bon escient, hein, pas juste pour rien, juste pour mettre monsieur en prison pendant un week-end, hein, s'il vous plaît. Donc moi, j'aurais fait comme campagne publicitaire, une campagne sur la violence dans le couple. Et on oublie les homosexuels dans l'histoire. Donc c'est les hommes qui frappent les femmes, mais les homosexuels, on s'en fout. S'il y a de la violence sexuelle chez eux, là, tout le monde s'en fout. Donc j'aurais, moi, plutôt fait une campagne contre la violence dans le couple, en éduquant, en expliquant la dépendance affective et en expliquant que quand il y a souffrance, eh bien, on peut tomber dans d'autres violences. Et la violence économique est aussi quelque chose de très fort. Hein. C'est quand madame n'a pas de revenus et que monsieur la tient complètement. Heureusement, il y a les centres d'hébergement où elles peuvent se réfugier, mais c'est compliqué aussi. Hein, quand on est en couple et qu'on veut rester ensemble pour les avantages, j'appelle ça les avantages sociaux et puis financiers, hein, c'est que si on se sépare, c'est tout qui est divisé en deux et puis on n'a plus la belle maison, les 2 voitures et les vacances dans le sud. Donc, il y en a beaucoup qui vont rester ensemble par peur de la solitude ou par peur de l'insécurité financière aussi. Donc, tout ça fait qu'on a des couples qui sont complètement brinque-ballants et qui essaient de s'accrocher l'un à l'autre. Et il y en a un qui malmène l'autre ou qui se malmène l'un l'autre. Et ils restent ensemble pour ces raisons-là, par la peur de la solitude et aussi pour des raisons financières et pour les avantages sociaux que ça représente. Donc, c'est pour ça que faire des sacrifices, des concessions et des compromis, ça veut dire que je vais accepter que l'autre me maltraite, je vais accepter tout de lui pour pouvoir rester avec. Et quand je dis je vais accepter tout de lui, je peux vous confier, Myriam, que j'ai croisé des femmes qui ont accepté de l'échangisme, qui ont accepté presque de se prostituer parce que le gars leur disait si tu fais pas ça, je te quitte. Et si on vient jusqu'à la prostitution, il faut comprendre qu'une femme qui se prostitue pour un Mac, comme on dit, hein, vous dites un pimp, vous, eh bien c'est parce qu'elle est tellement dévastée par la peur de la solitude qu'elle va faire tout ce qu'il veut. Et après, il va la frapper, bien sûr, pour continuer à la convaincre de travailler pour lui. Mais quand j'entends des choses horribles sur les dépendants affectifs, du style « c'est bien fait pour elle, elle est tapée, puis si elle reste avec lui, c'est qu'elle doit aimer les coups », vous pouvez imaginer que j'ai la fumée qui sort par les naseaux, ou que c'est bien fait pour lui, si sa femme le trompe, il doit aimer cette cocu, ou les prostituées cracher dessus. Là, oui, ben moi, je leur dis « Ok, si je t'emmène en haut du Grand Canyon, comme ça, là, hein, va bien. Et puis, soit tu sautes, soit je te frappe. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, la réponse, elle est systématiquement, je me laisse frapper. Ben voilà. Parce que pour ces personnes en dépendance affective, ce grand vide, cette terreur de la solitude, quitter l'autre, même s'il les frappe, il les humilie, il les prostitue, tout ce que vous voulez, quitter l'autre, c'est crever. C'est crever. Et j'en veux pour preuve que certaines personnes se suicident ou vont tuer. Mais je voulais les tuer parce qu'ils ne voulaient pas sortir de chez moi. Mais en fait, il y a des personnes qui vont tuer parce que si la personne les menace de partir, ils vont la tuer. Et ils vont se tuer après. Parce qu'ils ne peuvent pas envisager que le conjoint ou la conjointe soit dans les bras d'un autre. Ou alors, ils vont tuer l'amant ou la maîtresse. Mais c'est plutôt les hommes qui vont se livrer à ce genre d'écart. Ils vont tuer quelqu'un, ils vont tuer l'amant de la femme. Ou ils vont tuer la femme et ils vont se tuer avec. Ou ils vont tuer, comme on l'a vu récemment, la mère et la fille, parce qu'elles se trouvaient là, et puis pour toutes sortes de raisons. Évidemment, je ne fais pas la promotion de ce genre de violence. Néanmoins, moi, je veux l'expliquer. Comprendre ne signifie pas excuser, mais je veux l'expliquer. C'est qu'un geste de cette violence-là, que quelqu'un se suicide ou que quelqu'un tue, c'est à la hauteur de la souffrance qu'il ressent à l'intérieur. Le mal-être. C'est épouvantable. Une personne qui se suicide, elle n'a pas décidé de mourir, elle a décidé d'arrêter de souffrir. Vous avez mal à la tête, mesdames et messieurs, pouf, de l'aspirine. Eh bien, ces gens-là ont tellement mal à l'âme. Ils viennent d'être quittés, ils sont dans un trou sans fond, dans un gouffre où il fera froid tout le temps et nuit tout le temps. Eh bien, c'est insupportable pour eux. Ils vont se suicider ou tuer. Donc, c'est toujours à la hauteur de la souffrance que l'on ressent qu'on pose un geste de cette envergure-là. Donc, pour ceux qui sont sur le point de se suicider, c'est toujours stupide. Ils auraient attendu un jour, 2 jours, une semaine, oui. Après, ils ne l'auraient pas fait. Mais la violence de tomber dans le vide, c'est épouvantable. C'est crever. On a l'impression de crever. Même si on perd un emploi aussi, c'est quelque chose, là. Tout est relié, là. Toutes les sphères de notre vie, si on perd tout, on crée un mal-être automatiquement aussi, là.
Vous soulevez un bon point, Myriam, c'est-à-dire qu'on tombe sur le besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance qui n'est pas nourri au travail ou qui n'est pas une perte d'emploi, ça peut être terrible, surtout quand on a donné 100 EO, on a saigné 100 EO pour un employeur et qui nous vire du jour au lendemain comme une vieille chaussette, là, comme un vieux Kleenex. Il y a des personnes qui s'en remettront jamais et perdre un emploi, c'est perdre sa position, c'est perdre la reconnaissance. Et oui, vous avez raison, ça peut aller jusque-là. Jusque-là, absolument. C'est comme une rupture amoureuse. Vous perdez votre emploi, vous aviez une reconnaissance et d'un seul coup, vous n'êtes plus rien. C'est terrible. C'est aussi le cas des personnes retraitées qui, du jour au lendemain, sont un peu au rebut et qui s'ennuient et qui finissent par s'ennuyer. Donc, c'est très, 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 très souffrant, la dépendance affective. C'est quelque chose d'épouvantable. Évidemment, on a des degrés, je le rappelle, hein, de 1 à plus de 10. Mais 5 et plus, c'est extrêmement souffrant. C'est extrêmement souffrant. Donc, les gens vont devenir ou très dominés ou très dominateurs. Mais le dominateur, lui, il ne souffre pas, il se coupe de ses émotions. Mais il trouve toujours des gens à malmener. Et là, je voudrais revenir sur le point des pervers narcissiques manipulateurs. Je souris à chaque fois que j'entends ça parce que, oui, c'est sûr, ils peuvent être très, très, très virulents, très, très humiliants, très, très moches, j'en conviens. Mais ce ne sont pas des psychopathes, ce sont des gens qui sont en situation de survie, comme le desperado. Donc, le pervers narcissique manipulateur, ça n'est jamais qu'un trou noir affectif qui développe des capacités pour utiliser l'autre à ses fins à lui. Si nous sommes toutes les deux, Myriam, dans la forêt, dans la belle forêt québécoise, et que nous sommes perdus, et évidemment, nous avons faim, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un collet pour attraper un lapin. Et on va attraper le lapin, on va le manger. Est-ce que nous sommes des perverses narcissiques manipulatrices, ma chère Myriam? Non. Ou est-ce que nous avons faim? Ben, oui, on a faim. On a faim. On va prendre la première chose à première abord. Exact. Donc, il faut comprendre que le trou noir affectif, il a besoin de remplir son vide et le desperado aussi. Et que c'est comme ça que ça va s'installer. Quand une personne me dit « J'ai vécu 10 ans avec un pervers narcissique », ah. Parce que plus le nom du bourreau est grand, pervers, manipulateur, narcissique, hein, plus la victime est reconnue. Et là, je demande systématiquement à la personne, mais pourquoi vous êtes resté 10 ans avec cette personne? Vous êtes en train de me faire la liste de toutes les horreurs qu'elle vous a fait subir, cette personne-là. Pourquoi vous êtes resté 10 ans? Je la connais, la réponse. C'est la dépendance affective. Mais c'est facile de mettre tout sur le dos de l'autre. On a 50% de responsabilité. Dans un couple, qu'il réussisse ou qu'il échoue, on a 50% de responsabilité. S'il n'y avait aucune personne qui se laisse malmener, il n'y aurait aucune personne qui malmène. On est d'accord, Myriam? Exactement. Donc, il y a donc des personnes qui se laissent maltraiter. Et il y a des personnes qui maltraitent. Parce que si on ne laissait pas faire ça, il n'y a personne qui pourrait maltraiter personne. Mais comme ça s'installe de la façon que j'ai évoquée tout à l'heure, un desperado qui attire un trou noir, eh bien, le desperado va être sous la coupe du trou noir. Ils sont les deux en situation de survie. Le desperado donne tout par situation de survie, par besoin de survivre, et le trou noir affectif, il prend tout par besoin de survivre aussi. Ils sont au même niveau. Au même niveau. Parce que les pervers narcissiques, je souhaite vraiment qu'ils soient à l'hôpital psychiatrique, ceux-là, parce qu'on ne pourrait pas leur échapper. Mais ils annoncent toujours la couleur, les trous noirs affectifs. Toujours. Ils sont égoïstes, ils sont introvertis, ils prennent tout, ils n'ont aucun égard, aucune empathie, aucune capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre. Ou alors ils vont vous séduire au début, comme le serpent dans le livre de la jungle, vous savez, fais confiance. Et puis après, scrouch, ils vont vous bouffer. Donc en période de séduction, ils sont extraordinaires. Et après, une fois que vous êtes harponné, ils sont épouvantables. Donc on s'en rend compte qu'ils sont épouvantables. Pourquoi vous ne partez pas? Parce que vous êtes coincé, on est coincé. Il y a de la manipulation aussi au travers de ça que la personne peut établir aussi. Mais bien sûr, mais il faut bien qu'il sache monter son collet pour attraper le lapin pour manger. Donc il va monter son collet, il va mentir. Ils ont dit mentir comme un arracheur de dents, parce que les arracheurs de dents, ils disaient que ça fait pas mal et ils arrachaient la dent. Donc ils vont mentir. Bien sûr qu'ils vont manipuler, ils vont vous rendre cinglé, ils vont dire blanc, vous dites blanc, ils vont dire vert, ils vont dire le soleil est jaune, vous allez dire oui, le soleil est jaune, et non, je t'ai dit qu'il était vert. Ah ben ah oui, t'as raison, il est vert, mais non, je t'ai dit qu'il était jaune. Ils vont vous rendre dingue. Ils vont vous faire tourner en bourrique. Ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison. Les dominateurs ont
toujours raison. Ils sont incapables de demander pardon ou de se remettre en question. Ou s'ils le font, c'est pour mieux te bouffer, mon enfant, comme dirait le loup au petit chaperon rouge. Et ben, s'ils disent s'ils prennent une part de responsabilité ou s'ils reconnaissent qu'ils doivent présenter leurs excuses, ben, c'est pour mieux te bouffer, mon enfant, c'est sûr, sauvez-vous. Donc, ils ont ces stratégies-là qui sont inconscientes. Il ne faut pas croire qu'un entrepreneur affectif se lève le matin avec un papier, un stylo, puis il écrit comment je vais faire pour la rendre dingue ou pour le rendre dingue, qu'est-ce que je vais faire? Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils sont en réaction. Ils sont en réaction. Et comme ils ont toujours raison, article 1, le chef a toujours raison. Article 2, si le chef a tort, se référer à l'article 1. Donc, ils finissent par vous faire croire que c'est vous qui êtes cinglés. Ils broient votre confiance parce que finalement, ils vont y aller, t'es pas capable de cuisiner, t'es pas capable de faire ça, même une femme, hein, t'es pas capable de bricoler, t'es pas capable de ci, t'es pas capable de ça. Et l'homme va perdre complètement sa confiance, il va être complètement sous la domination de cette femme et homme ou femme vont finir par penser qu'ils ne valent rien et que comme ils ne valent rien, la seule personne au monde qui voudra d'eux, c'est celui qui est en face et qui les malmène. Donc, plus la confiance diminue, plus vous attirez des grands prédateurs et plus vous êtes sous la coupe de grands prédateurs. Voilà pourquoi ces fausses croyances, aimer c'est souffrir, les sacrifices, les compromis, les concessions, c'est faux, les extrêmes s'attirent. J'aime aussi ça, les extrêmes s'attirent. C'est une ânerie monumentale. Mettez quelqu'un qui est dépensier avec quelqu'un qui est économe. Mettez quelqu'un qui aime la ville avec quelqu'un qui aime la campagne. Mettez quelqu'un qui est extraverti avec quelqu'un d'introverti. Mettez quelqu'un de pessimiste avec quelqu'un de positif. Ça ne marchera pas. En fait, pourquoi on s'attire? C'est la névrose qui fait qu'on s'attire, tout simplement. C'est la névrose qui fait le casting. Et à quel niveau elle fait le casting? Je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est des fois que ça vient qu'à bugger, Pascal, tu crois continuer et tout ça, moi je vais me reploguer parce que des fois l'ordinateur peut jouer des tours. Si ça l'a bugué, tu continues, puis moi je rembarquerai dans le live, il n'y a pas de problème. Tu me laisses seule avec nos invités, je vais bien m'en occuper. Donc, je vais expliquer pourquoi, en fait, on s'acoquine, d'où ça vient. C'est l'enfant intérieur. C'est un grand débat, l'enfant intérieur. Voilà, l'enfant intérieur. Si vous avez un vide affectif par carence, reconnaissance, affection, protection, eh bien, ça n'a pas développé la confiance et l'estime. Qu'est-ce qui se passe? Vous restez un enfant terrifié, votre corps grandit et il y a un vide qui s'installe. Et ça, c'est l'enfant intérieur. Donc, parfois, vous pouvez avoir des réactions d'adultes et parfois des réactions d'enfants. L'enfant intérieur. Dans votre vie professionnelle, vous pouvez être adulte et vous retombez dans vos chaussures d'enfant dévastés quand vous êtes dans votre vie privée. Et voilà qui fait le casting. Les deux enfants intérieurs vont s'acoquiner à cause du vide. Alors évidemment, on va faire de l'anxiété, on va essayer de remplir le vide avec toutes sortes de compulsions. La drogue, l'alcool, le jeu, le travail, le sexe, la nourriture. On va tomber dans les achats compulsifs, dans l'éthique obsessionnelle compulsive, dans la phobie, dans l'anxiété généralisée, burn-out, dépression, suicide et meurtre. Voilà ce que va produire ce vide. Il y a des gens qui vont remplir le vide avec une autre personne. Ça va être la dépendance émotive. Et d'autres qui vont remplir le vide avec toutes sortes de compulsions. C'est la dépendance affective. La dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime. Donc, c'est la dépendance à l'affectif qu'on n'a jamais eu. C'est quand même étrange d'être dépendant de quelque chose qu'on n'a jamais eu. Mais c'est ça, la dépendance affective. Et donc, du coup, vous allez avoir des gens qui vont être en compulsion, mais pas de relation. Ils ont été broyés, ils n'en veulent plus. Des personnes qui vont être en mauvaise relation, mais pas de compulsion. Et des personnes qui vont allier les deux. C'est-à-dire qu'ils vont être en compulsion, ils vont boire, ils vont manger, ils vont se droguer pour endurer une mauvaise relation. Voilà. C'est l'enfant intérieur et c'est lui qu'il faut faire grandir parce que lui, c'est un terroriste terrorisé. Alors, l'enfant intérieur, il ne faut pas le confondre avec l'âme d'enfant. L'âme d'enfant, c'est précieux. L'âme d'enfant, c'est la capacité à s'amuser et à s'émerveiller. Ça, c'est précieux. Il faut le garder, même le réactiver. Et c'est ce qu'on perd quand on est dans une mauvaise relation. Le négatif va nous faire partir, notre âme d'enfant va nous l'étouffer. Et l'enfant intérieur, c'est celui qui rime avec peur. C'est-à-dire que c'est un enfant dévasté qui est aux commandes d'un avion d'une personne adulte. Il ne sait pas piloter. Donc, ce sont les deux enfants intérieurs qui vont s'acoquiner. C'est pour ça que des extrêmes vont s'attirer, mais c'est ridicule. Réfléchissez 2 minutes comment des extrêmes pourraient s'entendre. Qui se ressemble, s'assemble. On parle le même langage. On va s'assembler par même valeur, même croyance, même éducation, par toutes sortes de choses qui nous rejoignent. Mais des habiletés différentes, parce que j'ai entendu quelqu'un dire « Oh, c'est plate quand tu es pareil que l'autre », mais non. On a des habiletés différentes, mais on fonctionne sur le même registre de valeurs et de croyances, sinon ça n'est pas possible.
Personnellement, et je pense que Myriam, vous êtes comme moi et tous ceux qui nous écoutent aussi, personnellement, toute relation sociale, professionnelle ou privée, dans mon cas, doit reposer sur la confiance et le respect. C'est primordial. La confiance et le respect. En sachant que la confiance, c'est 100% ou 0%. Parce que si quelqu'un vient grignoter on va dire quelques chiffres dans la confiance, 2% ou 3% de votre confiance, ça tombe à 0. Moi, j'ai 100% confiance en quelqu'un ou 0%. C'est très clair dans ma tête. Je ne peux pas avoir à 50% confiance en quelqu'un. Ça veut dire que je lui arme le poing avec un couteau, puis je lui tourne le dos pour voir s'il va me le planter. Donc, la confiance, c'est 100% ou 0%. Alors, si on fonctionne sur ce registre de valeurs, confiance et respect, forcément, on a des belles relations, on parle le même langage. Les valeurs, le langage des valeurs, c'est évident. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui ment ou qui trompe ou qui fait tout ça, ou qui vole, comment voulez-vous vous entendre avec une personne pareille? Donc, c'est important d'avoir les mêmes valeurs, la même éducation, les mêmes croyances, la même philosophie de la vie. Sinon, on ne peut pas s'entendre. Donc, qui se ressemble, s'assemble, forcément. C'est évident. Et puis, bon, il y en a toujours un qui domine, vous l'avez compris, c'est forcément dans un couple en déséquilibre affectif. Donc, on les répète, ces fausses croyances, aimer c'est souffrir, les sacrifices, faire des sacrifices, des compromis, des concessions. Il y a les extrêmes satires, il y en a toujours un qui domine. Et la pire de toutes les fausses croyances, c'est on ne peut pas tout avoir dans la vie. Oh oui. Expliquez-moi pourquoi. Moi, j'ai tout. Et tout ne signifie pas un conjoint, une conjointe. Non, non. Il faut être autonome. L'inverse de la dépendance affective, ce n'est pas l'indépendance affective, parce que les indépendants affectifs, ils ont été broyés, ils ne veulent plus rentrer en relation. Donc, ils vont s'adonner à des compulsions, toutes sortes de choses, mais ils ne veulent plus rentrer en relation. Donc, que vous soyez dépendant affectif ou indépendant affectif, vous avez un problème avec l'affectif. Alors que l'inverse de la dépendance affective, c'est l'autonomie. Donc, ce qu'on veut, c'est être autonome, c'est-à-dire être totalement adulte, qu'il n'y ait plus cet enfant intérieur qui prenne les commandes, qui est un terroriste terrorisé qui vous envoie dans les tours du 11 septembre. Il faut être complètement adulte. Et on en parlait tout à l'heure, Myriam, nous vivons dans une garderie géante parce que 98% de la population n'a pas grandi et sous l'emprise de l'enfant intérieur, alors sur une échelle de 1 à plus de 10, mais se retrouve sous l'emprise de l'enfant intérieur dans certaines circonstances. Avec un stimulus externe, boum, on redescend dans les chaussures de l'enfant et on se met à bouder, à faire des caprices, à pleurer, à être en colère, à avoir des attitudes qui sont complètement démesurées par rapport à la situation, bien évidemment. Donc, on vit dans une garderie géante. Et dans un conflit, on ne sait pas si on discute avec l'adulte ou avec l'enfant. Si on discute avec l'adulte, d'adulte à adulte, on va s'entendre. Mais si on discute d'adulte à enfant ou d'enfant à enfant, aucune chance. Si on cherche dans un couple à avoir raison les deux, si on s'arrache la tête ou si on a un qui plie à chaque fois, et c'est souvent toujours le même qui plie, mais ça ne peut pas faire un couple équilibré, c'est évident. Donc, vous voyez, toutes ces fausses croyances, eh bien, moi, je les ai appliquées à la lettre. À la lettre. Et comme je le disais en début de vidéo, eh bien, j'ai failli finir en prison. Parce que en les appliquant toutes, aimer c'est souffrir, j'ai souffert, je me suis sacrifiée pour mes conjoints, je les ai laissés me dominer, on était extrêmes. Eh ben voilà, j'ai failli tuer mon mari. Et le deuxième, je me suis empressée d'aller chercher de l'aide pour ne pas le tuer. Et ça, ce n'est pas une métaphore non plus. Heureusement, j'ai fait appel à la police pour qu'ils me sortent cet encombrant de la maison. Après une bagarre, bien sûr, où j'avais le visage tuméfié. Mais il faut faire appel à la police. N'essayez pas de régler vos comptes par vous-même. Il vaut mieux faire appel à des gens qui sont formés pour ça. Donc voilà pourquoi toutes ces fausses croyances-là nous envoient dans la mauvaise direction, Myriam. Et on est nombreux à être partis dans la mauvaise direction à cause de ce que nos parents nous ont fait croire. Et évidemment, c'est renforcé par toutes ces chansons idiotes, ces chansons d'amour idiotes. Sans toi, je ne suis plus rien. Tu es mes ailes et mon souffle. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Jacques Brel, ne me quitte pas. Laisse-moi devenir l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Pensez-y 2 minutes. Heureusement qu'il n'y a rien qui rimait avec crotte, parce que je pense que il serait allé jusque-là, l'ombre de ta crotte ou la crotte de ton chien. Non, mais toutes ces chansons stupides, d'amour stupide, dégoulinant de névrose, je cherche ma moitié. Oh mon Dieu, vous êtes que des moitiés. C'est terrible d'être une moitié. Donc, une moitié plus une moitié, ça ne fait jamais qu'un, ça ne fait pas 1 plus 1 égale 2.
Et puis les films stupides, Docteur Givago, Autant n'emporte le vent, Roméo et Juliette, Tristan et Isolde, Ces amours impossibles. Et on était bercés par ça aussi. Donc il faut que ça fasse bien mal pour qu'on sache que c'est de l'amour. Non, non, mais vraiment pas. Mais vraiment pas. Et puis ça fait les montagnes russes parce que c'est un dealer d'affection l'autre. Donc votre dealer est là, wouh, vous remontez, il s'en va, wouh, boum, vous tombez dans le fond, il revient, wouh, vous remontez, il s'en va, boum, vous retombez dans le fond. Oh, c'est pas serein du tout, c'est affreux. Aimer, c'est être très très serein. C'est savoir que l'autre est là, c'est être dans la confiance. C'est le crack. Moi j'appelle ça le crack, Myriam. C'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir. Pas crac crac, crack. Crack, c'est confiance. J'ai confiance en moi, la personne d'en face a confiance en elle et réciproquement. On a une confiance réciproque. Respect. Je me respecte, la personne se respecte et on se respecte réciproquement. Admiration. C'est important d'admirer la personne avec laquelle on est. On admire nos amis, on peut admirer nos parents, on peut admirer les gens pour lesquels on a de l'estime et réciproquement. Et c'est important d'admirer son conjoint parce que c'est votre reflet. Regardez votre conjoint, c'est votre reflet. Notre miroir. On prend un exemple simple, on prend Obama et Michel, on voit qu'il y a de la consistance, hein, on voit qu'il y a de l'harmonie. Vous prenez Trump et sa poupée Barbie, il y a un truc qui ne colle pas. Donc il faut considérer que la personne que vous choisissez est votre miroir, c'est vrai. On est tous les premiers à regarder quand quelqu'un est célèbre la tête de son conjoint ou de sa conjointe. C'est un réflexe. C'est automatique. On va regarder pour voir s'ils sont bien associés, bien assortis. Donc, confiance, respect, admiration, le C, c'est complicité. Plus je te connais, plus je t'aime. Regardez, Myriam, on ne se connaît pas depuis longtemps, ça fait quelques minutes, mais je vous apprécie par les échanges qu'on a faits. Vous m'appréciez aussi, parce que vous me connaissiez avant que je vous connaisse. Mais plus on se connaît, plus on s'apprécie, plus on s'aime. Et dans le couple, c'est ça. C'est pas vrai que plus le couple avance et plus il perd des points. Et puis, comme le permis à points, et à un moment donné, vous n'en avez plus, puis vous laissez ce chauffard vous rouler dessus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'amour se multiplie, les points se multiplient. Donc, plus je te connais, plus je t'aime. Et ça repose aussi sur l'épanouissement sexuel. Donc, c'est le crack. Confiance, respect, admiration, complicité. La complicité plus le sexe. Qu'est-ce que c'est l'amitié? L'amitié, c'est l'amour sans le sexe. C'est confiance, respect, admiration, complicité sans le sexe. Donc, c'est pour ça qu'il est important de fonctionner sur le même registre de valeurs. Sinon, ça ne marche pas. Si vous mettez quelqu'un qui vole et qui ment avec quelqu'un qui respecte la loi et qui est authentique, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, toutes ces fausses croyances nous envoient dans la mauvaise direction. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo qu'il y en a qui grincent des dents quand je leur dis qu'il ne faut pas faire des sacrifices, des concessions et des compromis, alors que ça fait 20 ans qu'ils en font avec Germaine ou avec Roger. Ils ne sont pas contents, hein, parce qu'eux, ils pensent que c'est comme ça que le couple devrait fonctionner, et puis ils se sont aplatis, rendus esclaves, et ça ne fonctionne toujours pas. Parce qu'il faut comprendre que si vous êtes esclave des autres, eh bien, ils vous méprisent. C'est systématique. La violence conjugale, que ce soit l'homme ou la femme qui frappe, hein, je le rappelle, les femmes frappent aussi. Celui qui est au-dessus, il va frapper. Celui qui est en dessous, frapper ou humilier, hein, donc il va humilier ou frapper, la personne va s'écraser. Plus il s'écrase, plus celui-là le méprise, plus il frappe. Plus il frappe, plus l'autre descend, plus celui-là le méprise, plus il frappe. Et on n'en sort plus. On est dans un cercle vicieux. Parce que la personne ne se respectant pas, eh bien, elle finit par être complètement écrasée parce que l'autre la méprise de plus en plus. On méprise les gens de se laisser frapper. C'est fort, hein? Mais c'est bienvenue dans le monde des comportements humains. Et on méprise ceux qui ne se respectent pas. Exactement. Dans le fond, si on ne se respecte pas, l'autre personne en face de nous ne nous respectera pas plus. C'est pour ça, de là, l'importance de retrouver un peu sa solitude pour se retrouver soi-même et faire une introspection de tout ce qu'on a vécu de notre passé, qu'après ça, on est capable d'attirer vraiment la personne qui a la même vibration que nous autres aussi, là. Exactement. Une personne heureuse plus une personne heureuse, ça fait un couple heureux. Qu'est-ce que c'est être heureux? C'est être bien dans sa peau, c'est être serein. C'est être adulte. Tout simplement, c'est être adulte dans toutes les sphères de votre vie, mesdames et messieurs. Adulte, dans la sphère sociale, professionnelle et privée. Et non pas être un vrai gamin dans la sphère privée et puis un leader dans la sphère professionnelle. J'ai des clients qui sont des leaders exceptionnels, hommes ou femmes, mais quand ils sont dans leur vie privée, c'est une catastrophe. Ils sont mal assortis, ils s'associent à des personnes, d'ailleurs qu'ils cachent pour la plupart, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voit avec, mais ils n'arrivent pas à s'extraire de la relation. C'est fou. Mais on est coincé, hein, on est coincé. La seule façon de sortir de là, un couple en déséquilibre, c'est un qui s'appuie sur l'autre. Quand il y en a un qui se redresse, l'autre, ouf,
Ou il dégringole et donc il ne se nourrissent plus, celui-là s'en va, ou il se redresse. Mais la seule solution, c'est de développer la confiance et l'estime pour être bien avec soi-même. Et quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres, tout simplement. Et c'est ce qui fait le charisme aussi. C'est ce qui fait qu'on voit dans le site internet subliminal des gens, on voit leur joie de vivre, on voit leur sérénité, on voit qu'ils sont bien avec eux-mêmes, tout simplement. Donc ça, là, c'est le secret. Tous les problèmes des êtres humains, tous, reposent sur le manque de confiance et d'estime. Tous. Nommez n'importe quel problème. Ils reposent tous sur la confiance et l'estime. À l'inverse, c'est l'effet domino. Brrr, vous remontez tout avec la confiance et l'estime. Parce qu'une fois que vous avez développé l'un et l'autre, eh bien, il n'y a plus rien à votre épreuve. Le monde est à vous. Et en toute sérénité, parce qu'on apprend à s'éloigner des personnes toxiques et négatives et on sélectionne les personnes avec lesquelles on est bien. Et évidemment, entre 1 et 4, on est tout à fait fréquentable, je tiens à le rappeler, on n'est pas obligé d'être le Dalai Lama pour être en couple. D'ailleurs, je rappelle qu'il est célibataire. Donc, on n'est pas obligé non plus d'être d'un équilibre parfait pour être en couple, hein. Je n'ai jamais dit ça. Entre 1 et 4, il y a des couples qui sont très heureux, mais ils sont au même niveau. Ils sont au même niveau de petits déséquilibres. Mais ils sont au même niveau, mais ils s'entendent bien. Les 5 et plus, bonne chance. Prépare tes valises. Ouais, ça, 5 et plus, c'est très, 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 très compliqué. Mais la seule solution, encore une fois, c'est de développer la confiance et l'estime. Et le sujet de l'estime est quelque chose de très important aussi parce que souvent, mesdames et messieurs, vous allez mettre votre confiance et votre estime dans un sac poubelle et tout jeter au vidange. Par sacrifice, beaucoup. Ben oui, mais c'est faux. Parce qu'en fait, l'estime, c'est ce que vous pensez de vous. L'estime, c'est être. Est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Donc, je vous le demande, êtes-vous quelqu'un de bien, vous qui nous regardez là? Êtes-vous quelqu'un de bien? Respectez-vous des belles valeurs. Si vous respectez des belles valeurs, vous êtes quelqu'un de bien. Votre estime, elle est là. C'est votre confiance qui prend une débarque. Mais l'estime, elle est là. Et je peux vous dire que si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous suivez Myriam ou Annie et que vous suivez des vidéos de développement personnel et vous lisez des livres, c'est que vous êtes quelqu'un de bien. Parce que les gens qui ne sont pas quelqu'un de bien, ils dominent les autres et ils ne cherchent surtout pas à comprendre quoi que ce soit. Dominer leur suffit très bien. Donc, vous êtes forcément quelqu'un de bien. C'est la confiance qui va débarquer. Mais je veux aussi vous signaler qu'il y a une position intermédiaire entre j'ai de belles valeurs, je suis quelqu'un de bien, ou je suis à 0 parce que je vole, je mens et je tue et je vais en prison fréquemment. Donc, soit vous êtes à 0, soit vous êtes à 10 sur le plan estime, il n'y a pas d'autre alternative. Mais il y a une position intermédiaire, c'est j'ai des belles valeurs. Comme moi, j'ai toujours eu des belles valeurs. Néanmoins, j'ai failli tuer mon mari. Donc, j'ai des belles valeurs, mais je les piétine à cause de l'enfant intérieur. C'est une explication, pas forcément une excuse devant un juge, mais ayant donné une conférence à la prison Bordeaux à Montréal, j'ai expliqué ça à ceux qui étaient consentants et qui sont venus me voir dans ma conférence. Hein. Donc, j'en ai fait 2, une pour les prévenus et une pour les détenus. Et je leur ai expliqué ça, je leur ai dit, si c'est la première fois que vous êtes là en prison, si vous avez des belles valeurs, vous ne reviendrez plus jamais. Vous aurez eu votre vaccin, vous ne reviendrez plus jamais. Si vous revenez souvent, c'est que voler, ça fait partie de votre quotidien et que vous êtes un habitué, vous allez être dans ce tout inclus très, 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 très souvent. Évidemment, il y avait toutes sortes d'hommes et d'âges dans ma salle. Et 2 jeunes sont venus me voir à la fin de la conférence en me disant « Madame, vous avez raison, nous, c'est la première fois qu'on est en prison, on ne veut plus jamais revenir ici, ce n'est pas notre environnement. » Ce sont des jeunes qui avaient de belles valeurs, néanmoins, ils les ont piétinées. Je ne sais pas pourquoi ils étaient là, mais personnellement, j'aurais pu me retrouver en prison pour meurtre ou également pour alcool au volant, parce qu'il fut un temps où je buvais beaucoup. Donc, mais je ne conduisais pas au Québec, c'était en France. À l'époque, c'était moins rigide. Mais j'aurais pu me retrouver aussi dans des situations similaires et en prison. Et je ne serais jamais retournée. Sauf... Ben, s'ils avaient voulu me sortir de prison en me disant pour bonne conduite, après que j'ai tué mon mari, j'aurais jamais voulu sortir. Je me serais accrochée au barreau, je non, je ne sors pas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai tué mon mari, je suis capable de tuer quelqu'un d'autre. Je me serais accrochée au barreau en refusant de sortir. Parce que je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé, bien évidemment. Donc, si vous avez de belles valeurs, vous êtes quelqu'un de bien, c'est inébranlable, c'est inaltérable. On a des belles valeurs. Même si on les piétine à cause de l'enfant intérieur, mais vous avez des belles valeurs. Après, en développant votre confiance et votre estime, eh bien, l'estime, elle est là.
Mais en développant la confiance, vous allez cesser de piétiner vos belles valeurs. Quand j'ai quelqu'un qui trompe son conjoint ou sa conjointe en face de moi, dans mon métier de coach, et qui me dit mais non, je ne suis pas quelqu'un de bien, j'ai zéro en estime de moi, tu ne te rends pas compte, je trompe la personne avec laquelle je suis. Je dis mais c'est faux, parce que si tu n'avais pas de belles valeurs, tu ne serais pas en face de moi, tu ne serais pas en train de me dire que tu les piétines, parce que ceux qui n'en ont pas, ils piétinent rien du tout. Donc, il est évident que ces gens ont des belles valeurs, mais ils veulent arrêter de tromper. Ils veulent cesser ces comportements. Alors, vous savez, Myriam, quand vous avez un vide affectif, ce fameux vide, si vous êtes un outre-mangeur, oh, bah, vous êtes un gentil gros. Si vous travaillez beaucoup, oh, bah, vous êtes workaholic, c'est bien, il est travaillant. Hein. Vous faites beaucoup de sport, vous devenez fou avec le sport, ah, il est très, très sportif. Hein. Mais alors, si vous buvez, oh, pas bien. Si vous vous droguez, pas bien. Si vous trompez, si vous avez un problème avec le sexe, pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des compulsions qui sont socialement très, très reconnues, hein, le travail et le sport, mais il y en a d'autres, ah, pas bien. Pourtant, tout vient de la même origine. Tout vient de la même origine. J'ai eu moi-même un problème d'alcool pour essayer de calmer l'anxiété. Alors, on parle de résilience. Vous, Myriam, vous êtes une résiliente aussi, vous. Oh oui. Expliquez aux personnes qui nous écoutent pourquoi. Moi, la résilience, ça a beaucoup d'importance dans ma vie, autant personnelle, parce que par rapport à la maladie, entre autres, mais d'être résiliente envers moi, de me choisir. Moi, pour moi, la résilience, c'est ça. C'est me choisir, d'aller chercher mes vraies valeurs et tout ça. Mais expliquez d'où vous revenez. Après, moi, j'expliquerai d'où je reviens, mais j'ai un profond respect pour vous. Expliquez à ceux qui nous écoutent d'où vous revenez. Ben, il y en a beaucoup qui m'écoutent présentement, ils savent beaucoup mon histoire. Ben, c'est comme j'ai dit au début, moi, j'ai eu le diagnostic de l'insuffisance rénale en 2019. J'ai fait de la dialyse pendant 1 an. Et le 5 mars 2020, ben, j'ai eu ma greffe de rein. Fait que ça fait déjà 1 an. Fait que c'est pour ça la résilience aussi est importante. Un an, bravo. Mais c'est fantastique, ça fait 1 an, c'est extraordinaire. Ça fait que la résilience, c'est dans le fond, c'est malgré tout ce qu'on vit, des épreuves, il faut toujours garder espoir qu'on peut toujours s'en sortir. C'est ça le gros, la résilience. C'est avoir la foi, le courage qu'on est capable de passer au travers de nos épreuves. Oui, il y a toujours des gens à côté de nous qui peuvent nous appuyer, mais le plus gros travail, c'est nous qui le faisons, beaucoup. Absolument. Donc, bravo d'y avoir cru. Puis vous êtes une survivante, c'est ça qui est extraordinaire. Hein. Vous êtes une combative. Moi, j'aime ça, les combatifs. Effectivement, les combatifs sont résilients. Et en parlant de résilience, pour raconter mon histoire à ceux qui ne la connaissent pas, c'est que je suis arrivée ici. Moi, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans le 7 mars que je suis au Québec. Et bonne fête! C'est pour ça m'a touchée de ce que vous disiez. Là, vous, ça fait 1 an et puis... Synchronicité, c'est amusant. Moi, ça fait 20 ans que je suis au Québec. Et quand je suis arrivée, eh bien, je suis arrivée en mars 2001. Et en février 2002, je suis arrivée avec ma névrose de 6 pieds 2 et de 15 ans de moins que moi. Et puis, j'ai cru que j'étais arrivée en terre promise. Moi, vraiment, je pensais que les fous, je les avais laissés en France et que j'arrivais au Québec, j'allais être heureuse. J'allais fêter mes 40 ans le 20 juillet 2001. J'arrivais en mars 2001. Donc, j'avais un job, j'avais acheté une maison. Enfin, pour moi, là, ça y est, j'étais en terre promise. Vraiment, j'étais au Nirvana. C'est sûr que ma vie allait être fabuleuse. Le jour de mon anniversaire, en fait, ça ne va plus du tout avec le conjoint que j'ai importé de France. J'ai plus de travail, j'ai été virée, j'ai pas d'amis, il n'y a personne qui est venu à mon anniversaire. Et puis, en février 2002, donc quelques mois plus tard, eh bien, la police est venue me libérer de ma névrose de 6 pieds 2 chez moi. Donc, je me retrouve célibataire, je suis à genoux par terre, vraiment physiquement pliée en deux en février 2002. Je ne peux plus respirer, je fais de l'anxiété généralisée, mais ça, je ne le sais pas, je ne sais pas mettre ces mots-là sur ce qui m'arrive. Donc, je suis pliée en deux, à genoux par terre, je ne peux plus respirer. La situation, le bilan sont que j'ai plus d'argent, j'ai plus de travail, j'ai des dettes par-dessus la tête, j'ai plus de conjoint, on s'est tapé dessus, ça m'a rappelé les histoires avec le père de ma fille, j'ai pas d'amis. Je suis dans un pays que je ne connais pas, j'ai même pas de déneigeuse en plein mois de février, j'ai plus d'argent pour faire rentrer de l'huile dans le poêle à huile pour chauffer la maison et de toute façon, je ne sais pas l'allumer. Donc, c'est pas très grave. Et je bois. Il n'y a plus rien qui tient debout, même pas moi. Et j'ai le nez dans l'alcool parce que c'est ma seule façon de gérer l'anxiété. Je bois le week-end, mais je bois vraiment. Donc,
La semaine, je suis hydraulique parce que j'ai compris que si je bois la semaine, je suis foutue. Mais du vendredi soir au lundi matin à peu près, je pense que, comme on dit, je suis fumée comme un hareng. Je bois, ça me permet de calmer l'anxiété. Et puis et je repars au combat le lundi matin pour essayer de trouver de l'argent parce qu'ayant été virée, je ne veux plus de patron. Moi, je suis écœurée des patrons. Donc, je cours après l'argent, je cours après des petits contrats et j'essaie de m'en sortir et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et en même temps, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est souvent ce qu'on va dire. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour en arriver là? Je suis une bonne personne, je suis quelqu'un de gentil. Pourquoi je suis arrivée à ça? Et il faut savoir qu'en France, mon mari me trompait quand j'étais enceinte et que j'étais le tir croisé. Enfin, je subissais le tir croisé de l'ex de mon mari, sa maîtresse et lui-même qui ne voulait pas quitter la maison. Et moi, j'étais enceinte et j'ai accouché et j'ai essayé d'élever mon bébé. Et c'est à 2 mois de naissance de ma fille que j'ai sauté à la gorge de mon mari parce que j'en pouvais plus. J'ai essayé de le tuer, j'en pouvais plus. Donc c'est pour ça que je peux vous dire qu'au moment où on pose un geste aussi violent, on pense que c'est la seule solution. Moi, là, à ce moment-là, j'étais persuadée que c'était la seule solution pour que je puisse élever mon bébé en toute sérénité. Imaginez toute une grossesse, une naissance, plus ma fille avait 2 mois, j'essayais de l'élever et je n'y arrivais pas parce que ces 3 personnages-là m'importunaient en permanence. Et surtout mon mari qui ne voulait pas partir de la maison. Donc, vous voyez comment on peut arriver à tout ça. Et je me retrouve donc février 2002. Je ne comprends pas pourquoi j'en suis arrivée là. Je ne comprends pas pourquoi tous ces gens méchants s'acharnent sur moi. Et puis, je n'ai pas de maladie, je n'ai pas d'accident et je suis à genoux par terre et je n'arrive pas à respirer. Et là, je ne comprends plus du tout. Tout s'écroule. Mais tout s'écroule. Donc, comme on dit, hein, du chaos jaillit la lumière. Donc, tout s'écroule. Et je suis suivie en shiatsu, manupuncture, parce que je suis dans l'urgence de calmer la colère. Parce que je sais que quand je vais recroiser le deuxième conjoint, il va y avoir un combat à mort. Je le sais. Je sais qu'on va se battre et qu'il y en a un qui va finir sur le carreau. Donc, je suis vraiment dans l'urgence. La manupuncture a calmé la colère, ce qui était un bon point. Ce qui fait que la dernière fois qu'on s'est battu, qu'il s'est introduit chez moi, je suis restée très calme. Je suis restée très, très calme. Il m'a frappée. Je suis tombée à la renverse. J'avais la lèvre éclatée. Mais je suis restée très calme et j'ai appelé la police. D'ailleurs, la police m'a demandé si j'étais en danger. J'ai répondu non, pas moi, lui. Mais j'étais calme. Deux grands policiers sont arrivés très calmement, puis m'ont vu, moi, petite bonne femme. Et puis lui, là, à côté, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Mais bon, j'étais très calme. Donc, j'ai, grâce au shiatsu, réglé la colère et la tristesse, mais je ne savais pas que j'étais affectée d'un problème de dépendance affective. Je ne savais pas du tout ça. Et j'ai commencé mes études en PNL, parce que la vie m'a emmenée vers ça, programmation neurolinguistique, après m'être débarrassée du deuxième conjoint. Donc, mesdames et messieurs, si vous avez un encombrant de ce style dans votre vie, débarrassez-vous-en parce que ça bloque votre vie. Vous n'avancerez pas. C'est quelqu'un qui vous pompe toute votre énergie, vous ne regardez plus devant vous, vous regardez en arrière, vous n'arriverez pas à avancer. À partir du moment où j'ai réussi à me libérer de ce garçon-là, ma vie a commencé. C'est-à-dire on m'a parlé de PNL, j'ai fait toutes mes études, et bien maintenant je suis PNListe, je suis coach certifié depuis 2005 et je travaille dans ce métier et donc spécialiste de la dépendance affective parce que je l'ai traversé et terrassé. Et donc, j'ai trouvé ma voie grâce au fait de me libérer de cette névrose-là. Et j'ai commencé à développer ma confiance. Et résultat, ben, vous l'avez devant vous. Hein, j'en suis à 4 livres et puis une belle carrière professionnelle parce que j'aime beaucoup mon métier. J'aime éclairer. C'est pour ça que j'ai accepté tout de suite votre proposition, Myriam. J'aime éclairer les gens qui sont perdus dans le noir parce que moi, quand je me suis retrouvée à genoux par terre, il n'y avait personne pour m'expliquer ce qui m'arrivait. Et les mots dépendance affective étaient pratiquement inconnus à l'époque. Ça n'avait pas du tout la renommée que ça a aujourd'hui, ça n'était pas du tout connu. Et après ça, j'ai décidé d'écrire mon livre. Et j'avais déjà le titre, j'ai dit ça va s'appeler Le syndrome de Tarzan. Je ne sais pas d'où j'ai tiré ça. Et puis mes petits camarades me disaient, mais qu'est-ce que tu vas écrire dans ce livre? J'ai dit, ben, je ne sais pas. Je vais raconter mon histoire. C'est ce que je leur ai dit. Je vais raconter mon histoire et peut-être que ça servira à quelqu'un. Vous voyez? En tout cas, moi, de mon côté, ça l'a servi énormément. Même encore des fois, là, avec le e-book que vous m'avez envoyé en privé, il y en a que je leur envoie. Puis allez lire le livre, achetez-le le livre pour l'avoir sur votre petite table de chevet, que c'est niaiseux. Juste des fois, une journée, on ne file pas bien. Puis juste des fois, lire un petit paragraphe, puis OK, ça nous remet comme un peu dans le mot pour comprendre. Ça vous remet sur le piton. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Mais en fait, je raconte avec authenticité tout ce que j'ai traversé. Je n'ai rien à cacher. Oui, je suis tombée dans l'alcool. J'ai eu une période cougar où j'ai cru que pour redorer mon blason au niveau de la féminité, il fallait séduire des petits jeunes entre 18 et 25 ans. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec un de 15 ans de moins que moi. J'ai vécu de la violence conjugale, c'est moi qui ai attaqué. J'ai distribué tous mes sous à tout le monde pour vouloir acheter les gens. Et puis, j'ai distribué ça comme des bonbons. J'ai juste oublié que c'était l'argent de la banque. Il a fallu que je rende les sous. Puis, je me suis retrouvée dans une détresse financière épouvantable. Mais tout ça, effectivement, vous avez raison, Myriam, la résilience, c'est on ne sait pas pourquoi on se bat, mais on sait qu'il faut se battre. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu les choses. J'avais une phrase qui tournait en boucle qui disait « Ils n'auront pas ma peau ». Mais je ne sais pas du tout de qui je parlais. Mais cette phrase-là, « Ils n'auront pas ma peau ». C'est tout ce que je disais, « Ils n'auront pas ma peau ». Et je me suis reconstruite comme ça avec cette phrase en boucle, « Ils n'auront pas ma peau ». Et j'ai reconstruit ma vie. J'ai passé mes diplômes et je me suis installée dans ce métier de coach. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je le crie haut et fort, quel que soit ce que vous traversez, comme vous avez traversé à travers la maladie, quel que soit ce que vous traversez, la confiance doit vous permettre de tout reconstruire. Et j'ai tout reconstruit, tout. Et je me suis reconstruite d'une façon différente, mais j'ai tout reconstruit et surtout, j'ai compris à quel moment j'étais complètement à côté de la plaque. Par exemple, j'étais persuadée, parce que dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie privée, j'attirais des grands déséquilibrés. Mais je croyais que c'était mon grand équilibre qui les attirait, parce que les extrêmes s'attirent. Donc, j'étais persuadée que c'était mon grand équilibre qui attirait les grands déséquilibrés. Est-ce que vous voyez l'erreur un peu? Oui. J'ai attiré des grands déséquilibrés. Mais le jour, quand j'ai écrit mon livre, j'ai fait plein de prises de conscience en l'écrivant. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais flûte, c'est pas mon grand équilibre qui a attiré les grands déséquilibrés. C'est mon grand déséquilibre. Et quand j'ai compris ça, c'est une des gifles que j'ai prises pendant que j'écrivais le livre, dans toutes les prises de conscience que je faisais. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai le même déséquilibre qu'eux. C'est pour ça que dans le livre, je ne les juge pas et je ne les charge pas, je ne les accable pas du tout. Je suis responsable moi aussi. C'est pour ça que les pervers narcissiques manipulateurs, ils sont à 50% responsables et le desperado qui est face à eux, il est responsable aussi. Il se laisse être sa victime, même si c'est à cause de la dépendance affective, à cause de l'enfant intérieur. Mais néanmoins, il accepte d'être sa victime. Et c'est un bon point. Tu parlais tantôt, Pascal, quand tu disais que c'est important que les gens s'expriment, qu'ils disent ce qu'ils ont vécu. C'est sûr que les gens ne sont pas tout à l'aise, mais quand on s'exprime tout ce qu'on a vécu, ça peut aider d'autres personnes qui peuvent sortir de l'ombre, dire, ben, si cette personne-là, elle a réussi, pourquoi que moi, je ne pourrais pas réussir? Quand tu disais que moi, j'ai expliqué mon histoire et tout ça, puis moi aussi d'ailleurs, et aujourd'hui, ben oui, j'ai fait une entrevue sur la maladie, sur les dons d'organes et tout ça, c'est de sortir dans l'ombre et de dire aux gens, regardez, on a survécu. Vous allez survivre, vous autres aussi, aller chercher les outils nécessaires, écouter des conférences, lire des livres et tout ça. On peut tous s'en sortir. C'est de donner un coup d'éclat et de dire, regarde, aujourd'hui, ma priorité, c'est moi. Oui, et puis vous soulevez un point important, Myriam, il faut y croire. C'est comme si vous êtes perdu dans le désert et puis vous savez pas si l'oasis existe. Bon, si vous savez qu'il y a l'oasis, vous allez avancer jusqu'à ce que vous trouviez de l'eau et que vous trouviez la civilisation. Si vous ne croyez pas que vous pouvez y arriver, vous allez vous laisser mourir. Et si vous ne croyez pas qu'il y en a une, vous allez vous laisser mourir aussi. Donc, en fait, c'est les combatifs, c'est plus fort qu'eux. Les combatifs vont se battre, même dans une tourmente extrême. Moi, je me rappelle de cet exemple d'un homme qui est tombé dans une crevasse et une pierre lui a écrasé le bras. Il a coupé son bras avec un canif. Il s'est coupé le bras. Et puis, ce n'était pas gagné. Ce n'est pas parce qu'il se coupait le bras qu'il avait les secours allaient le retrouver. Hein. Il s'est coupé le bras. Il est remonté et il a fini par trouver des secours. Est-ce que c'est pas le plus bel exemple de résilience, de volonté de vivre qu'on puisse trouver? Et c'est oui. Franchement. Donc, en fait, les combatifs, j'ai la plus grande admiration pour toutes les personnes qui cherchent des réponses depuis leur plus jeune âge, parce que j'ai des clients qui ont cherché depuis l'âge de 10 ans, 12 ans, 15 ans, et qui cherchent, ils en avaient 30 ou 40 ou 50, et ça fait des dizaines d'années qu'ils cherchent la solution et qu'ils continuent à la chercher. Personnellement, dans mon histoire, le shiatsu m'a aidé à vraiment me libérer de la colère et de la tristesse, parce que le corps imprime aussi les émotions. Moi, là, je vais travailler au niveau de la tête, mais j'encourage mes clients à aller faire un nettoyage au niveau du corps, parce que le corps est comme un filet qui retient prisonnier tout ce qui est négatif. Donc, il faut le libérer aussi. Mais
J'étais libérée de la colère et de la tristesse, youpi, mais je ne savais pas ce qui m'était arrivé, je ne comprenais toujours pas. Donc, c'est bien de faire ce nettoyage-là aussi, de libérer le corps. Mais à partir du moment où vous avez cette confiance qui se développe et que vous êtes un combatif, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Comme on dit, le mal a dit. Comment? Comme on dit en termes, quand on a des problèmes et tout ça, le mal a dit, la maladie a dit. Ça, mettons qu'on a une maladie, des fois, c'est lié des fois à des problèmes. Oui, mais forcément, oui. Mais on a 75 millions de cellules dans le corps qui sont parfaitement intelligentes, qu'on va empêcher de travailler par le stress. Le stress est une attaque sur un organe vivant, sur un organisme. Donc, une dépression, un burn-out, c'est une allergie à un environnement toxique. Je vais faire une dépression parce que je ne suis pas avec le bon conjoint, je vais faire une dépression, enfin, je vais faire un burn-out parce que je ne suis pas dans le bon travail. Ben, c'est une allergie à un environnement, tout simplement. Donc, à partir du moment où on identifie qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, il faut retrouver l'équilibre sur le plan social, privé et professionnel. C'est le secret. Et comment on fait ça? En développant la confiance. Mais il y a des personnes qui ne sont pas combatives. Et ça, il faut... Vous savez, des fois, j'entends il ou elle se complaît dans son malheur. Non, non. Personne ne se complaît dans le malheur, personne. Mais il y a des personnes qui sont dépourvues de combativité. Je l'ai remarqué dans ma façon de travailler, il y a des personnes qui ne sont pas capables de se prendre en main. Et c'est redoutable quand leurs enfants ou leurs parents essaient de les secouer et puis vont finir par les avilir parce qu'à force de leur dire mais oui, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et ils ne sont pas capables de le faire. Et plus on leur dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moins ils sont capables de le faire, plus ils sont écrasés. Plus ils sont humiliés et plus ils sont en déperdition. Donc, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de se prendre en main. Il faut l'accepter. Moi, j'ai des clients qui voulaient absolument secouer leurs parents pour qu'ils se prennent en main. Mais je leur ai dit, mais laissez-les tranquilles. Ils ne veulent pas pour commencer. Ils ne peuvent pas. Il faut considérer ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas se prendre en main. Et ce n'est pas parce qu'ils ont un plaisir immense à barboter dans le malheur. Ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas l'espèce d'étincelle qu'il faut, le côté combatif pour s'en sortir. Donc, il faut les laisser tranquilles. Parce que les respecter, en gros. Il faut les respecter, absolument. Mais il ne faut pas les prendre dans votre brouette. Il ne faut pas les prendre dans votre brouette et puis essayer de les sauver et puis faire tout ce qu'il faut pour essayer de les rendre heureux, ce que vous n'arriverez pas à faire. Ça, non. Mais c'est leur choix. Mais c'est la métaphore du couloir de natation. Moi, dans ma façon d'expliquer la vie à mes clients, je leur dis on est chacun dans un couloir de natation. Et il ne faut pas barboter dans le couloir des autres, il ne faut pas laisser les autres barboter dans le nôtre. Il faut rester dans son couloir. Moi, je nage dans des eaux bleues cristallines. Si quelqu'un à côté de moi nage dans des eaux boueuses, ça m'est égal. Tant qu'il ne me demande pas comment on en sort, moi, je le laisse faire. Je n'interviens pas parce qu'en fait, on ne réveille pas les somnambules, ça les enrage. Donc, tous ces gens qui pensent qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, il faut les laisser croire ça s'ils le croient parce que ça leur permet de trouver du confort dans l'inconfort. Mais si d'un seul coup, on leur ouvre les yeux violemment en leur disant « mais si, tu peux avoir le bon conjoint, le bon domicile, le bon job, le bon entourage, tu peux tout avoir », et là, il va être enragé. Donc, il faut les laisser. Mais il ne faut pas essayer de changer les gens, il ne faut pas essayer de les pousser à changer s'ils n'en ont pas envie. Souvent, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a des milliers de gens qui veulent absolument faire le bonheur des autres, mais on ne vous a rien demandé. Occupez-vous de vos affaires, pour ne pas dire autre chose, occupez-vous de vos affaires. C'est très important. Moi, je m'occupe de mes affaires. Si quelqu'un veut apprendre à nager dans des eaux bleues cristallines, il va venir me voir et je vais lui enseigner, mais je ne le tiens pas par le fond du maillot de bain pour qu'il soit au-dessus de l'eau. Je vais lui enseigner. Moi, je ne suis pas une aide, je suis un guide. Je suis un entraîneur. J'entraîne mes clients à muscler leur confiance. L'estime, elle est là. Mais j'entraîne mes clients à muscler leur confiance. C'est-à-dire qu'on va reprendre la croissance affective où elle s'est bloquée, parce que l'enfant est bloqué, puis le corps a quand même grandi. On reprend la croissance affective où elle s'est bloquée et on la fait grandir. Tout simplement, avec des techniques simples qui sont scientifiques, grâce à la PNL et au cerveau, tout simplement. Mais il faut être combatif. Parce que si Myriam, vous me dites, moi, je veux une belle sangle abdominale, et puis je vous dis, ok, fais des abdos, fais tel et tel exercice, et puis peut-être évite le sucre et les choses qui ne sont pas bonnes pour les muscles, et que vous ne faites rien de ça, vous ne pouvez pas me voler dans les plumes parce que vous n'avez pas une belle sangle abdominale. Donc, la confiance, ça se muscle. Ça se muscle. On travaille sur l'identité. Moi, j'explique à mes clients comment construire leur bonheur et comment le maintenir. Parce qu'il y a 3 catégories de gens dans la vie. Il y a les gens qui pensent qu'on est sur Terre pour souffrir. Bon, ils souffrent. C'est leur croyance. Ce que tu crois existe. On est sur Terre pour souffrir, ils souffrent. Ils pensent que le bonheur, c'est des petits moments qu'on grappille à droite à gauche, mais c'est tout. Bon.
Parfait. La deuxième catégorie, et ils sont heureux, mais ils ne savent pas comment ils sont arrivés là, donc ils ont très très peur de le perdre, parce que les méchants vont leur dire aussi, ça ne durera pas, ça ne durera pas. Donc eux, ils ne savent pas comment ils sont arrivés là, et ils ont très peur de le perdre. C'était le cas de Christian Tétrault, qui est connu au Québec, qui était animateur de radio, je ne sais pas s'il l'est encore, et qui a écrit un livre. Je me suis retrouvée sur un plateau de télé avec lui, avec José Arsenault, dans l'émission Bonheur Total. Et puis, il explique, il a écrit un livre. Lui, là, Christian Tétrault, il a eu des parents extraordinaires, une enfance extraordinaire. Il a eu une vie extraordinaire, il a rencontré une femme extraordinaire, ils ont eu des enfants. Tout allait merveilleusement bien dans sa vie. Jusqu'au jour où sa petite fille décède, une petite fille de 2 ans, je pense. Je pense qu'elle est pratiquement morte dans ses bras. Et là, la plongée aux enfers. Il ne savait pas comment faire face à ce genre de situation, qui est extrême et horrible. C'est la pire situation qui soit, perdre un enfant. Mais il n'avait jamais vécu de drame ou quelque chose de difficile. Donc, du coup, il était incapable de faire face à cette situation. Quand on s'est foutu la figure par terre à plusieurs reprises, on n'a plus peur de tomber. Et moins on a peur, moins on tombe. Et la peur n'évite pas le danger, elle l'attire. Donc moi, j'ai plus peur de tomber, là, vraiment pas. Parce que je sais que je peux me relever. Mais j'en ai vécu des vertes et des pas mûres, et maintenant, je sais éviter les pièges. Mais quand vous ne savez pas qu'il y avait des pièges et que vous avez foutu la tête dedans, et que vous ne savez pas que vous pouvez en sortir, vous restez bien coincé. Donc, Christian Tétrault faisait partie de cette catégorie. J'ai été heureux, mais j'ai peur de le perdre à un moment donné parce que je ne sais pas faire face aux situations difficiles. Et la troisième catégorie, c'est les gens heureux qui savent comment ils sont arrivés là et qui savent le maintenir. Et moi, c'est ce que j'enseigne à mes clients, non seulement à être heureux, mais à savoir le maintenir. Et évidemment, j'enseigne ce que je pratique tous les jours. C'est pas parce que je dis, mais parce que je fais. Je pratique le bonheur tous les jours et c'est ce que j'enseigne à mes clients et c'est ce qu'ils veulent, tout simplement. Et surtout, parce que c'est votre cas aussi, Myriam, mes clients se reconnaissent en moi. Ils reconnaissent les mêmes qualités. Et vous aussi, vous les avez reconnues. Vous êtes une combative, vous aussi. Donc, mes clients reconnaissent leurs qualités chez moi, mais c'est inconscient, ils ne s'en rendent pas compte. Et moi, je me reconnais à travers mes clients. Tout simplement. Et ils veulent des solutions. Ils ne veulent pas savoir pourquoi il y a un trou dans leur barque et passer 10 ans à régler ça, et même ils ne le régleront pas. Ils ne veulent pas passer 10 ans à savoir pourquoi ils ont un trou dans la barque. Moi, là, quand ils viennent me chercher, je les encourage à sauter dans l'eau, je leur enseigne à nager, à regagner la berge sain et sauf et à ne plus jamais remonter dans une barque trouée. Ce n'est pas la même chose. Donc, ils veulent des solutions, ils veulent des réponses et des solutions. Ils ne veulent pas ventiler, raconter leurs problèmes et décharger leur brouette une fois par semaine. Non, non, non. D'ailleurs, ils arrivent devant moi, ils me disent, moi, là, j'en ai marre de raconter ma vie. Je dis, ça tombe bien, c'est moi qui vais parler. Comme vous l'avez vu, ma chère Myriam, je vous avais prévenu, je suis très verbomoteur. Vous pouvez partir en vacances pendant une semaine, je serai toujours là à discuter avec je ne sais pas qui. Mais effectivement, c'est une solution. On peut en sortir à partir du moment où on y croit. La confiance. Développer votre confiance. Et c'est beaucoup plus facile que vous ne croyez et c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez à partir du moment où vous avez la motivation qui est donc le moteur. Et souvent, les gens, comme tu disais, Pascal, ils arrivent, vont te voir, puis ils veulent avoir la solution sans aller chercher en profondeur leurs petites bébites et tout ça. C'est comme si tu arrives à un restaurant, puis je veux manger tout de suite la pizza. Au lieu de dire, OK, je vais prendre le temps de regarder le menu, c'est quoi que je voudrais manger, puis d'avoir tout de suite la pizza. Les gens, c'est ça, aujourd'hui, ils veulent avoir la solution sans aller chercher leur enfant intérieur, puis de savoir où que ça part le problème. Il y a ça aussi, là. C'est-à-dire qu'ils veulent le abracadabra, et puis ça y est, je vais bien, je pars chez moi, puis c'est fini. Ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que ça va être souffrant. Ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Moi, là, mes clients, la première fois que je les vois, que ce soit sur Skype ou que quand je pouvais les recevoir sur 2 jours ou mes clients de l'Europe pendant 1 semaine, mais la première seconde où ils sont en face de moi, souvent, ils ont le trac. Ils ont le trac et ils n'ont pas bien dormi. Ils ont le trac. Et puis moi, je leur dis, mais pourquoi là? Tu vas voir, on va bien s'amuser. Il n'y a rien de souffrant. Il n'y a rien d'horrible. J'en ai même vu un qui est arrivé avec sa boîte de Kleenex sous le bras. C'est son beau-frère qui lui avait conseillé de venir me voir. Et il l'avait croisé le matin même. Il lui avait filé une grosse boîte de Kleenex. Il a dit, c'est un coaching sur 2 jours, je le vois arriver avec une grosse boîte de Kleenex. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, c'est mon beau-frère qui m'a dit que je risquais de pleurer. Je dis, bon, la boîte de Kleenex, elle est restée intacte. S'il y a des larmes, c'est des larmes d'émotions positives.
Ou bon, quand ils sortent d'une rupture, c'est sûr qu'il peut y avoir quelques larmes. Mais en général, commencer à en rire, c'est commencer à en guérir. Donc, je commence par les faire rire un peu de leur position, de leur situation. Et après, on est dans la curiosité, on est dans la déprogrammation. Donc, c'est très ludique. Et puis, c'est passionnant. Donc, on ne barbote pas du tout dans le problème. Moi, ça me prend une demi-heure pour décoder certaines choses. Et puis après, on muscle la confiance. C'est parti, mon kiki. On découvre toutes sortes de choses. Ils ont des exercices à faire. Et puis, je suis là. Surtout, je suis là. Je suis toujours aux côtés de mes clients une fois qu'ils ont fini leur séance. Parce que des fois, ils peuvent perdre un peu les pédales. Hop, je suis la tour de contrôle. Et eux, ils sont… En fait, je vois mon métier comme ça, Myriam. C'est que en tant que coach, mes clients, ils sont plaqués au sol. Ils n'arrivent plus à décoller. Donc, ce que je fais, je leur donne l'élan pour décoller. Alors, l'avion, il y a une période où il monte. Hein, et alors, je suis à leur côté pendant qu'ils montent. Puis après, ils arrivent à une vitesse de croisière. Mais pendant leur période où ils montent, en dehors des séances, eh bien, je suis là. C'est-à-dire qu'ils peuvent m'appeler ou m'écrire en me disant « Oh là, je perds un peu les pédales, qu'est-ce que je dois faire là, je ne sais plus quoi faire ?» Je suis là. Donc, souvent, ils m'écrivent « Mayday, Mayday » quand je vois ça en titre du mail, je dis « Oh, bon, d'accord. » Ou alors « Help » ou « La tour de contrôle, s'il vous plaît ». Je dis « Ok, je suis là. » Mais c'est une très, très belle relation parce que moi, mon métier, c'est de les rendre autonomes le plus vite possible. Ce n'est pas de les rendre dépendants de moi. C'est de les rendre autonomes le plus vite possible. Donc, ça va être, je vais en présence, c'est une courte durée. Je leur fournis tout ce dont ils ont besoin. Et après, c'est par téléphone ou Internet s'ils ont besoin de moi, je suis là. Donc, je les rends autonomes. Ils volent de leurs propres ailes. Et en sachant que je suis là, qu'ils ont accès à moi facilement, whoop, ils volent de leurs propres ailes. Et voilà. Donc, c'est ça. Ils sont combatifs. Et le problème avec l'enfance, si tu veux, et quand je dis que je suis la tour de contrôle, je ne les contrôle pas du tout. C'est eux qui viennent vers moi quand ils en ont besoin. Mais c'est que ce que j'explique à mes clients, c'est que quand on est enfant, on est dans un avion. Et nos parents sont censés nous enseigner à piloter. Pour ceux dont les parents sont descendus tout de suite de l'avion, c'est parce qu'ils ont abandonné leur enfant, on ne sait pas piloter, mais on est empiqué vers le sol. Pour ceux dont les parents sont restés dans l'avion, en envoyant 2 messages différents, ou pousse-toi de là, mon chouchounet, ma chouchounette, papa et maman vont piloter pour toi. Quand ils sortent de chez leurs parents, ils savent rien faire. Ou alors, ce qui a été mon cas, pousse-toi de là, imbécile, t'es pas capable de le faire, je vais le faire à ta place. On est empiqué vers le sol. Dans ces trois situations-là, on est empiqué vers le sol. C'est pour ça que moi, je remonte le nez de l'avion de mes clients et puis je leur enseigne à remonter et à être en vitesse croisière. Donc, cette métaphore de la tour de contrôle, c'est vraiment quand ils sont perdus, ils savent qu'ils peuvent avoir accès à moi, ils me contactent et hop, on les remet d'aplomb assez rapidement parce que c'est encore une fois beaucoup plus facile que ce qu'on croit et c'est pas du tout souffrant. Et j'ai eu une dame au téléphone récemment qui m'a dit, écoutez, j'ai eu un coach au téléphone qui m'a dit attendez-vous à ce que ça fasse très très mal, vous voulez sortir de la dépendance affective, mais vous voyez la douleur que vous avez souffert jusque-là, mais il va falloir la souffrir encore. Elle a raccroché, elle a dit non, celui-là, j'en veux pas. Et avec moi, je lui ai dit, mais pas du tout, au contraire, on va bien s'amuser. Puis je suis aussi drôle en conférence ou en coaching que je suis drôle dans mes livres. Oh, elle m'a dit, qu'est-ce que vous me soulagez? Du coup, elle s'est inscrite au coaching parce qu'elle m'a dit, j'aime votre discours. Je lui ai dit, mais bien sûr, il n'y a pas à souffrir. On a assez souffert comme ça, hein, donc c'est bon. Non, on s'amuse et puis on avance, on découvre, on muscle. Et c'est ça le métier d'entraîneur. Je suis coach, je suis un entraîneur, j'entraîne au succès, tout simplement. Il faut y aller avec l'humour aussi, parce que si on n'a pas d'humour, on dirait que si on est trop l'expression by the book, les gens, ils se désintéressent. Mais si on y voit un petit peu avec un petit côté d'humour, je pense que c'est là que les gens embarquent plus, puis que là, on dirait qu'ils se laissent plus aller avec un peu de folerie. Je pense que c'est ça la clé, beaucoup que les gens, ça peut leur aider énormément. Bien sûr, et puis, et en plus, ce qui les fait rire, c'est mon accent français au Québec. Ça les fait rire, mes expressions françaises, ma façon de parler, mes métaphores, les mots que j'utilise, ça les fait rire. Donc, du coup, là, ça les détend tout de suite. Mais c'est sûr que quand on veut, on peut. Et puis, on mérite tous le bonheur. Le malheur, on ne le mérite pas. Le malheur, il nous tombe dessus par mauvaise programmation. C'est quoi une programmation? De votre conception jusqu'à aujourd'hui, vous êtes programmé par les événements qui vous sont arrivés et les gens négatifs ou toxiques qui vous ont encadré et qui vous ont donné une mauvaise perception du monde et de vous-même. Voilà ce que c'est des mauvaises programmations. Donc, quand on a été mal programmé, on attire les malheurs, évidemment, parce qu'on saute dans tous les pièges, on ne sait pas qu'il y a des pièges. Moi, ce que j'enseigne à mes clients, c'est éviter les zones de turbulence. Et s'il y en a une qu'on ne peut pas éviter, c'est la traversée. Donc, il faut éviter les pièges, tout simplement. Alors, les mauvaises programmations vont vous pousser dans les pièges.
Et là, vous allez dire, mais je ne mérite pas ça. Mais personne ne mérite le malheur. Personne. On l'attire par mauvaise programmation. Mais le bonheur, lui, il se mérite. Le bonheur, il faut se retrousser les manches, il faut aller le chercher. Lui, là, il se mérite. Mais bon sang, une fois qu'on l'a eu, on est tellement fiers. Il y a une phrase de Corneille dans la pièce de théâtre Le Cid qui dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Pouvez-vous imaginer combien mes clients sont fiers d'eux quand ils ont redressé la barre, ils ont retrouvé le contrôle de leur vie et qu'ils sont heureux? Parce qu'en fait, il y a l'autoroute du bonheur. Alors, il y a l'autoroute du bonheur, il y a mes clients qui sont sur la voie de service, mais ils ne trouvent pas la bretelle pour aller sur l'autoroute du bonheur. Et il y a ceux qui sont dans le champ, ils sont au fin fond du champ, mais ils voient l'autoroute du bonheur de loin, mais il n'y a même plus de question de bretelle, ils sont au fin fond du champ. Mais que vous soyez au fin fond du champ ou sur la voie de service, si vous ne trouvez pas la bretelle pour aller sur l'autoroute du bonheur, vous allez rester dans le champ ou sur la voie de service. Mais si vous savez que le bonheur existe et que vous le méritez, vous allez aller le chercher et vous le trouverez. Vous le trouverez. Et je ne suis pas la seule solution, il y a des milliers de solutions. Mais si vous êtes persuadé, moi j'attire un certain style de client. J'attire un certain style de client. Et puis, il y a des bons coachs pour toutes les caractéristiques ou tous les styles de clients. Moi, j'attire une certaine clientèle très, très spécifique qui croit au bonheur et qui veut s'en sortir et qui sent que je suis la bonne personne. C'est toujours l'intuition qui guide les clients vers moi. Parce que croire à 100% que je vais les tirer de là, non, ils ne le croient pas à 100% parce qu'ils ont souffert 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans. Ils se disent comment elle, la française flyée, comme ils m'appellent des fois, elle va me sortir de là en quelques séances. Ben oui. Ben si, mais quand même, il y a une part d'eux quand même qui y croient parce que sinon, ils ne viendraient pas déjà investir sur eux financièrement et en temps. Donc, je souris parce qu'après, ils me disent, tu sais, quand je suis venue la première fois, j'y croyais pas. Je dis, je sais, je sais. Mais tu croyais en moi, ton intuition te pousse vers moi et c'est ça. C'est ça. Mesdames et messieurs, suivez votre intuition pour aller vers la bonne personne. Votre intuition, pas votre peur ou pas des actes de marketing qui vous poussent à aller vers ces gens-là. Moi, j'en fais pas du marketing. Moi, là, c'est les clients qui doivent me démontrer qu'ils sont les bons clients pour moi. C'est pas moi qui convainc mes clients que je suis le bon coach pour eux parce que c'est pas mon intérêt. Je veux vraiment qu'on s'amuse ensemble. Je veux vraiment qu'ils viennent vers moi parce que leur intuition leur dit c'est elle. C'est la française flyée qu'il me faut. C'est celle-là. Elle a vécu tout ça. Elle est passée à travers. Moi, je veux faire comme elle. Si elle en est sortie, comme tu disais tout à l'heure, Myriam, si elle en est sortie, moi, je peux en sortir aussi. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Si j'en suis sortie, vous pouvez en sortir aussi. J'ai rien de plus que les autres. J'ai une petite blague que je fais souvent dans les médias. Je dis, je ne suis pas une extraterrestre. Je suis une terrestre extra. Oh, c'est bien dit, ça. Exact. On va dire aux gens, notez ça. Je suis une terrestre extra. Ben oui, ce que les gens veulent, c'est ma joie de vivre, c'est le bonheur que j'ai monté, c'est ça qu'ils veulent la même chose que moi, et c'est tout à fait accessible, hein, tout à fait. C'est très important de garder notre authenticité, être authentique. C'est primordial. Ah ben ça, moi là, je suis cash, comme on dit en bon québécois, et puis j'appelle un chat. Je suis cash. Puis des fois, je brasse un petit peu mes clients quand c'est nécessaire, là, right to the point. On y va, là. Je ne caresse pas dans le sens du poil, je ne porte pas les valises, je ne pousse pas les fauteuils roulants, mais on s'amuse, on s'amuse. Mais ce que veulent mes clients, c'est quelqu'un de tonique qui va vraiment les guider dans la bonne direction. Et je sais être douce aussi. Hein. Je sais aller à la vitesse de mon client. Est-ce que vous voulez laisser une demi-heure pour les questions? Oui, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions et tout ça. Je regarde un peu là, au niveau des commentaires. Je sais que j'ai Mme Annie Côté, la fondatrice qui est avec nous et tout ça, là, qui nous fait des commentaires, qu'elle dit oui, vive l'humour, bien d'accord avec toi, Myriam. Et elle vous dit, j'ai un coup de cœur pour vous, Mme Piquet, j'ai le goût de voler avec vous. Oh, c'est gentil. Ah, ben, volons dans la liberté, dans le soleil levant ensemble. Ben oui. Mais de toute façon, Madame Côté, vous faites quelque chose d'extraordinaire aussi, puisque vous éclairez. On est tous des phares. Myriam, Annie et moi, on est des phares. Et il y a une phrase qui est d'un réalisme déconcertant que j'aime beaucoup, c'est « Ceux qui marchent vers la lumière sont sûrs d'être éclairés. » C'est moi qui l'ai inventé. Mais c'est bien dit pareil. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'on est des phares à notre façon chacune et on va allumer des étincelles d'espoir dans la vie des gens, mais c'est ça qui est extraordinaire. Donc, on est tous des phares à notre façon. C'est pour ça, encore une fois, que j'accepte toutes les personnes qui veulent faire une vidéo avec moi parce que je sais qu'il y en a au moins une qui va écouter et qui va dire « Ah bon sang, mais c'est bien sûr » et qui va avoir une piste de solution. Et c'est ça qui est important.
Exactement. Je regardais, je n'ai pas vraiment de commentaires. Probablement que les gens aussi, vu des fois, c'est des sujets quand même assez délicats. C'est sûr Oui, que les gens peuvent t'écrire probablement en privé aussi. j'ai l'habitude, Myriam, parce qu'en fait, je les ai tellement mitraillés d'informations qu'en général, ils ont la mâchoire pendante, là, puis ils vont dans leur expérience de vie. C'est comme si je les mitraillais. J'ai l'habitude, ça fait ça dans les conférences, les formations, les séminaires, presque comme ça. Je suis parfois, la dernière fois, j'ai fait une conférence à Québec. Ils étaient tous comme ça. Je dis, ben, avez-vous des questions, des commentaires? Personne ne réagissait. Et donc, je tape dans les mains, tu sais, pour faire semblant de les réveiller. Et ils se sont tous mis à applaudir. Ils étaient complètement en transe. C'était incroyable. Donc, je voulais dire, réveillez-vous, il faut rentrer à la maison. Et ils se sont tous mis à applaudir, mais comme ça, là, comme des automates. Mais en tout cas, si, mesdames et messieurs, vous avez des questions, vous avez mon site www.pascalpiquet.com. Vous m'écrivez, je réponds à tout le monde. Mon adresse email, il n'y a pas un petit carré où il faut mettre votre nom, votre adresse email et puis en 114 caractères, votre question. Non, non, il y a mon adresse email. Vous m'avez directement, vous m'écrivez. Si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas reçu votre message. Donc, écrivez-moi si vous avez des questions. Il y en a d'autres qui vont surgir. Mais probablement, et si tu me permets, Myriam, probablement, les réponses sont dans mes livres. Le syndrome de Tarzan, c'est le premier que j'ai écrit qui est sorti en 2007 et que j'ai réécrit en 2015, le syndrome de Tarzan. Ensuite, donc c'est Libérez-vous des liens de la dépendance affective. Hein, c'est la dépendance affective. Je raconte mon histoire avec beaucoup d'humour, hein, ce que j'ai traversé avec beaucoup d'humour et d'authenticité. Je ne cache rien. Je ne cache rien. J'ai écrit Gagner au jeu des échecs amoureux, ce qui est la suite. Je l'ai adoré, ce livre-là. Un coup, après qu'on ait passé avec ton premier livre, on embarque vraiment dans celui-là, vraiment savoir où ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut dans une vraie relation. Exact. C'est un recrutement. Si vous voulez savoir comment recruter la bonne personne, parce que on prend pas, c'est plus du hasard. On a compris aujourd'hui, hein, c'est pas du hasard. Donc gagner. Puis tu sais quoi là, j'étais très fière de mettre gagner et échec dans la même phrase. Au jeu des échecs amoureux, gagner échec, c'est très très fière de mon titre. Et puis j'ai écrit aussi séduire pour une nuit ou charmer pour la vie. Ça c'était un petit cadeau que je faisais à mes clients parce que mes clients qui redevenaient célibataires me disaient mais Pascal, je sais plus comment on fait pour aborder les femmes, pour se laisser aborder par les hommes, je sais plus quoi faire. Ça c'est une petite gâterie pour mes clients, c'est-à-dire que si vous voulez séduire pour une nuit, vous savez tous faire, hein, vous proposez carrément à la personne de passer la nuit avec vous, c'est facile. Mais si vous voulez charmer pour une vie, c'est pas du tout la bonne stratégie. Là, moi, mesdames, si vous voulez un homme pour la vie, je vous conseille de vous considérer vierge et de ne pas coucher avec le monsieur le premier soir, ni le deuxième, ni le troisième, d'apprendre à le connaître, d'instaurer une relation de confiance et de complicité avant de vous déshabiller. L'amour, c'est pas comme le poker. Hein. Je mets mon corps sur la table et je vois après ce que ça donne. Non, non. Considérez-vous comme vierge et ne donnez votre fleur qu'en tout dernier ressort. Quand vous avez vraiment confiance en la personne, vous aurez fait des activités avec et que vous sentirez que vous pouvez vous livrer parce que c'est quand même quelque chose d'intime, n'est-ce pas, le sexe, au lieu de commencer par ça. Maintenant, si vous voulez une one night, comme on dit, alors là, vous connaissez toutes les ficelles, hein, je n'ai plus rien à vous apprendre. Mais tu sais que j'ai été une grande séductrice. Donc et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les hommes, parce que j'aime les hommes. J'aime les hommes qui aiment les femmes. C'est pour ça que je les défends. J'en ai assez d'entendre qu'on leur tape sur la tête tout le temps, parce que c'est eux les méchants qui tapent sur les femmes. Mais j'aime beaucoup les hommes. J'aime les hommes qui aiment les femmes. Et parce que j'aime la collaboration que je peux avoir avec eux. Et il faut comprendre qu'un homme qui est bien dans sa peau, c'est extraordinaire d'avoir des relations avec des hommes courtois, avec des hommes éduqués. C'est pas tous des gros rustres, là. Faut arrêter de tous les considérer comme des imbéciles ou des gros rustres. Ça suffit. Moi, je suis masculiniste. Je défends les hommes. Moi, je suis pour l'égalité des sexes. Le meilleur des hommes vaut la meilleure des femmes. Arrêtez d'essayer de savoir qui sera le plus fort. C'est ridicule. Et je te dirais en gros aussi que les gens ne réalisent pas quand on parle du yin et du yang. Oui. Autant la femme elle a un côté masculin, autant l'homme a un côté féminin. C'est de faire allier les deux polarités. C'est ça que les gens oublient. C'est ça que les gens oublient. Ils sont comme en dualité avec l'homme et la femme, mais ils oublient toujours qu'on a chacun un côté de l'un et l'autre à l'intérieur.
Exactement. Et puis le problème au Québec, c'est que les femmes deviennent de plus en plus des hommes, elles vont avoir du poil au menton parce qu'elles deviennent de plus en plus bleues. Et du coup, comme elles sont très young, qu'elles empêchent les hommes d'avoir leur statut d'homme, de porter un poids, d'ouvrir une porte, d'être galant, eh bien, ils deviennent de plus en plus yin. Du coup, ils deviennent des femmes parce qu'on les empêche d'être des hommes. Voilà comment tout est en train de basculer. La galanterie, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. C'est une courtoisie envers la femme. Et j'ai une cliente qui avait trouvé la phrase magnifique et je la lui remets parce que je l'ai écrite dans ce livre-là, c'est Séduire pour une ou charmer pour la vie. J'avais demandé à mes clients, c'était un séminaire à Cuba, et j'avais demandé quelle est votre définition de la galanterie. Et cette jeune femme m'avait dit la galanterie, c'est avoir des attentions sans intention. Donc, messieurs, vous pouvez tenir la porte d'une dame de 95 ans ou d'une gamine de 10 ans sans intention. C'est avoir des attentions envers le sexe opposé et puis être galant. Et la femme doit répondre par la courtoisie. La réponse à la galanterie, c'est la courtoisie. Donc, si un monsieur s'intéresse à vous, au lieu de l'envoyer balader comme une furie, eh ben, c'est de considérer qu'il s'est intéressé à vous, de le remercier, de lui dire que vous n'êtes pas intéressé ou que vous êtes déjà en couple. Et puis voilà, un homme va mesurer la confiance qu'une femme place en elle à sa façon de l'accueillir quand il va l'aborder. Une femme va mesurer la confiance qu'un homme place en lui à sa faculté de l'aborder. C'est ce que je dis à mes clientes. S'il est au fin fond de la salle qui te fait des petits sourires mais qu'il n'avance pas, soit il est déjà marié, soit il a peur. Dans un cas comme dans l'autre, laisse-le où il est. Parce qu'un homme va démontrer sa confiance en lui en avançant vers la femme et en établissant le contact. Il n'y a pas besoin de sortir la phrase du siècle. Juste bonjour, ça peut suffire. Parce que messieurs, si vous plaisez à la dame, elle va vous laisser avancer. Et si vous ne lui plaisez pas, elle va lui dire je vous remercie beaucoup de votre attention, mais je ne donnerai pas suite. Et puis voilà, ça va s'arrêter là. Donc, est-ce qu'on peut vivre entre gens intelligents en se respectant les uns les autres, quels que soient les peuples, mais aussi entre hommes et femmes? C'est tout à fait possible, je le pense. Et le dernier, mon petit dernier de 2009, qui est la jungle des comportements humains et qui s'adresse plus, on le voit, je suis très fière du dessin. Tous mes dessins, mes pages de couverture, c'est moi qui les décide. Je ne les dessine pas, je ne suis pas douée, mais je les décide. Et là, on voit ce qui peut se passer dans la jungle professionnelle. Hein. Celui-là, il prend le talon de la dame dans l'œil, lui, il louche dans le décolleté de la dame, et lui, il essaie de faire ce qu'il peut, mais lui, il peut bien se prendre un coup d'attaché-caisse sur le nez. Et on voit mon petit Tarzan qui passe par là, l'air de rien. Donc ça, c'est plus pour le monde de l'entreprise. La jungle des comportements humains, où je reprends la dépendance affective, mais déclinée dans le monde professionnel. Je sais que c'est le fun parce que tous les livres que tu as présentés, je les ai toute la gang. Je les ai tous lus. C'est le fun de voir, c'est que les livres, c'est que ça a une importance vraiment dans la vie des gens beaucoup. Les gens vont écouter de la musique, mais des livres, je trouve que ça reste. On est toujours capable de retourner faire un suivi par la suite. Oui, puis surtout que ce que j'entends souvent, le syndrome de Tarzan, les gens vont surligner et ils me confient qu'ils le gardent sur leur table de nuit et puis quand ils ont un petit problème quelconque, ils vont au chapitre parce que le syndrome de Tarzan a été conçu avec des petits chapitres. Et là où je suis très très fière, c'est que il y a des personnes dyslexiques, des personnes qui avaient des difficultés à lire et des difficultés de concentration, qui n'avaient jamais lu un livre et qui m'ont avoué qu'ils ont lu celui-là bord à bord, comme on dit, ils ont lu le syndrome de Tarzan parce que les articles sont très courts, les chapitres sont très courts, on y va tranquillement. Et puis, on peut retrouver un thème dans les chapitres, c'est comme des petits articles qui se tiennent, puisque j'y raconte mon histoire, mais c'est très facile à lire, c'est très humoristique, mais c'est aussi un guide, je dirais, un guide. Hein, quand, par exemple, on a un petit problème avec quelqu'un ou un petit manque de confiance ou on a un doute ou quelque chose comme ça, eh bien, on se réfère au livre et ça redonne un petit coup de boost. C'est un beau compliment. Les gens me disent, je l'ai sur ma table de nuit, et puis dès que j'ai besoin de me référer à ton livre, il est là. Et puis, en général, les gens ne veulent pas le prêter parce qu'ils vont surligner des choses et puis ils veulent le garder précieusement parce qu'ils ne veulent pas déjà qu'on voit ce qu'ils ont surligné, mais aussi parce qu'ils veulent le garder dans leur table de nuit. C'est des beaux compliments. Ce sont des beaux compliments. Et puis, je vais te faire un aveu, Myriam, on n'écrit pas tout seul. Je n'ai pas écrit mes livres toute seule. J'ai été inspirée. Alors, chacun décidera par qui, mais on est en transe, on est en écriture automatique et on reçoit des informations qui sont cohérentes avec notre expérience de vie et qu'on est capable de retraduire. Mais je t'avoue que le syndrome de Tarzan, il est incroyable, mais j'ai un co-auteur, mais je ne sais pas qui c'est. C'est le fun que tu dises ça, Pascal, parce qu'on est vraiment dans le bon groupe.
la spiritualité. Ah oui, oui. Chacun a ses croyances. L'écriture automatique, j'avais déjà rencontré eu une conférence, une madame qui faisait beaucoup d'écriture automatique. C'était de toute beauté. Fait que, qu'est-ce que tu dis vraiment en dernier, c'est spiritualité. Ah vraiment, ah vraiment, celui qui prétend, je ne coach pas toute seule non plus, je suis inspirée. Parce que, en fait, Myriam, je suis connectée à moi, donc je suis connectée aux autres et je suis connectée à quelque chose de plus grand que moi. Oh oui! Donc, j'écris pas toute seule et il y a des chapitres de mon livre que je reconnaissais pas. Je ne reconnaissais pas. Il m'est même arrivé de retrouver une chronique sur le web sur un sujet très spécifique. Je dis, ah, c'est bon ça. C'est moi qui l'avais écrit, je ne m'en souvenais pas. J'écris des chroniques depuis 2007. Donc, j'en ai écrit, je crois, au moins 600. Je ne l'avais pas reconnu. Je dis, c'est bon ça. Je n'ai pas reconnu mon écriture, c'est pour te dire. Mais non, nous les auteurs, enfin, en tout cas moi, je n'écris pas seule. Je suis inspirée, je reçois des informations, je suis capable, grâce à mon expérience de vie et ma qualité de plume et de parlotte, de transcrire et de traduire et de transmettre. Mais je sais que je suis dans ce que j'appelle un état de grâce. Tous les gens qui créent sont dans une sorte d'état de grâce au moment où ils créent parce qu'ils sont parfaitement alignés dans leur signe logique. Ça peut être un autre débat, mais les signes logiques, c'est environnement, comportement, capacité, croyance, identité et spiritualité. Donc, quand vous êtes bien aligné dans ces 6 niveaux-là, eh bien, vous avez accès à quelque chose de plus grand que vous, qui est très nourrissant et qui vous donne beaucoup d'informations et qui est l'univers, moi je l'appelle l'univers, et qui nous guide quand on veut aller dans la bonne direction. Donc, on est guidé. En tout cas, si les personnes qui nous suivent aujourd'hui ont des questions, je vous le rappelle, écrivez-moi. C'est pascalpiquet.com, vous allez trouver mon adresse email. Je serai ravie de vous répondre. Et puis, si vous voulez des informations sur les coachings que je propose, c'est aussi sur mon site. Et puis, ben, en tout cas, je ne sais pas si les gens qui nous ont suivis se sont bien amusés, mais moi, oui. Je crois que oui. Je pense que les gens sont plus là pour nous écouter et tout ça, mais probablement par la suite, je vais avoir des rebounds et je vais te faire un beau suivi là-dessus, Pascal. Je dirais que ça a été une belle entrevue, une conférence enrichissante. Je suis contente de t'avoir eu avec moi aujourd'hui. Je pense que les gens ont beaucoup aimé. Annie, la fondatrice aussi, elle a écrit beaucoup de commentaires, puis je pense qu'elle va vouloir communiquer avec toi. Puis comme je dis, j'invite vraiment les gens d'aller voir aussi sur ta page Facebook, une page Facebook aussi, Pascal Piquet. Je vous invite à aller la voir. Puis je vous dirais, quand elle vous dit qu'elle a envoyé lui un message, je vous dirais, elle répond assez rapidement. Ça, c'est important pour moi. C'est important pour moi d'être très rapide, de répondre. J'aime mon métier, mais je te retourne le compliment, Myriam. C'est pour ça qu'on fait des belles équipes, parce qu'on est en temps réel et ça fuse. C'est pas dans 3 jours, dans 6 jours, dans une semaine, ça fuse. Et c'est comme ça qu'on se rejoint. Qui se ressemble? Ça semble. Hey, je te remercie beaucoup, Pascal, puis je te souhaite une belle fin de semaine. Merci beaucoup de ton temps, c'est très apprécié. Peut-être avoir l'occasion de se rencontrer aussi pour une autre conférence, qui sait? Ah bah oui, ah bah de toute façon, je pense qu'on est foutus, hein. Annie, toi et moi, là, on est foutus. Ben, merci beaucoup. Puis je remercie tout le monde qui ont été présents aujourd'hui pour la conférence et tout ça. Si vous avez des questions, Pascal est là pour vous répondre. Puis invitez les gens dans le groupe de spiritualité Un pas vers la résilience. C'est un beau groupe de spiritualité et d'échange et de respect avant tout. Est-ce qu'ils auront accès à la vidéo qu'on a tournée aujourd'hui? Oui, parce que nous, on est vraiment en direct directement sur le groupe spiritualité. Fait que les gens qui sont membres de ce groupe-là ont accès. Probablement que par la suite, les gens vont faire du bouche à oreille. Ils vont probablement en avoir d'autres qui vont vouloir joindre au groupe. Fait qu'ils vont avoir accès vraiment à la conférence. Mais je pense qu'on va avoir une suite, moi et toi, Pascal. Oui, c'est certain, c'est certain. Mais la vidéo qu'on a tournée aujourd'hui, est-ce qu'elle va être en différé ou elle est juste... Oui. Oui, elle va être en redifféré, oui. C'est ça. Comme ça, je pourrais dire sur ma page Facebook aux personnes d'aller sur le groupe pour revoir la vidéo. Parfait. Exactement. Moi, je me suis bien amusée. Merci à Annie, mais merci à toi, Myriam. Belle rencontre, vraiment. Oui. Et puis en direct, c'est le cas de le dire, hein, on s'est rencontrés aujourd'hui. Et puis ben, en tout cas, le mot de la fin, c'est vous pouvez en sortir. Vous pouvez en sortir. Comme j'en suis sortie. Exactement, comme moi aussi. Et comme Myriam aussi. Exact. Merci beaucoup, Pascal, puis une belle journée à toi. Avec plaisir, merci. Au revoir, merci, bon week-end. Bye bye.